Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui sont là en présentiel et qu'on remercie. On a eu quelques petits problèmes logistiques. Normalement, on devait avoir un petit micro complémentaire. On en a essayé deux. Ils n'ont pas décidé d'être en forme ce soir. Ils sont déjà partis en week-end prolongé visiblement. Donc, on s'excuse par avance. On va essayer de parler assez fort. Bon, moi, j'ai une voix qui porte, donc généralement, ça pose pas problème. Mais on va essayer effectivement de parler assez fort, vous puissiez entendre en ligne. J'essaierai de suivre tout au long de la soirée, du coup si vous entendez bien ou pas, n'hésitez pas quand même à nous le dire et moi je transmettrai à Marie et à Xavier s'il faut parler un petit peu plus fort. Donc bienvenue à tous, je suis ravie de faire cette première soirée de 2024 du coup dans les locaux d'Estia, du coup sur le thème du repas du bébé et du jeune enfant. Donc effectivement on n'a pas précisé que c'était aussi à destination du tout petit mais pas que de l'enfant qui vient juste de naître. Et effectivement là ce soir du coup Marie Picardi, ergothérapeute, que tu peux venir dans le champ, hein, ma binôme qui est du coup ergo en petite enfance sur Bordeaux, qui va vous présenter du coup tout ce qui est matériel, découvert, etc. Du coup cette soirée elle est en lien aussi en partenariat avec Ma Petite Assiette qui n'a pas pu être présent ce soir mais qui est avec nous par la pensée. Et Xavier du coup responsable de Bébé Neuf d'Aix-en-Provence. C'est génial de parler à une caméra qu'on ne voit pas. Qui va du coup vous présenter plus tout ce qui est siège un petit peu innovant. On a choisi ce soir de ne pas vous ressortir les traditionnels trip-trap, etc. pour justement vous montrer d'autres possibilités d'assises qu'on trouvait intéressantes. Donc pour l'instant, moi je vais repartir derrière la caméra et je vais laisser Marie vous parler de tout ça. Et quand la technologie, non seulement a décidé qu'elle buguait, en théorie... Alors, est-ce que ça marche? Ah ouais. Eh ben non. J'étais pas censée faire ça. Les joies du direct, on adore ça. Mais surtout que là, mes logos sont affichés là et ne s'affichent pas. Ah ben voilà. Mais mes logos s'affichent enfin. Tout à l'heure, mes logos ne s'affichaient pas. Mais du coup, il faut que je sois là pour que tu puisses me voir. Mais du coup, je suis devant le truc pour vous. C'est ça en fait. Non, c'est bien. Je pense que vu le format de l'écran, ça devrait aller. C'est ça. Du coup Amandine a tout dit, l'idée c'est que c'est une petite soirée, juste on a quoi, une 30-45 minutes pour discuter, après c'est questions-réponses donc entre nous ici et avec ceux derrière la caméra, et c'est Amandine qui fera le relais des questions de ceux derrière la caméra. L'idée c'est vraiment quelque chose d'assez simple sur le repas, l'installation, qu'est-ce qu'on peut proposer. On a fait effectivement le choix de partir sur des chaises qu'on n'avait pas l'habitude de voir, parce que si c'est pour vous reparler effectivement de ce qu'on a à la maison, de ce qu'on peut acheter n'importe où, ça n'a pas un grand intérêt. Donc l'idée c'était de vous présenter d'autres matériels. On a essayé de faire un petit panel, j'ai fait une petite sélection donc chez nos deux partenaires, donc chez Bébé Neuf à Aix et chez Ma Petite Assiette. On a pris un petit peu du matériel qu'on a l'habitude d'avoir dans nos cabinets, en sachant qu'on travaille avec différents revendeurs de manière générale. Donc on a différents revendeurs et là on a fait un petit panel de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Du coup je vais commencer parce que vous avez déjà des questions avant de commencer. Vous avez déjà en amont des questions de ce que vous voulez particulièrement que j'aborde. Ouais, ils sont très studieux là ce soir, ils se disent bon, là on a commencé à comater parce que demain c'est grosse grasse matinée, sauf pour ceux qui sont en formation du coup demain matin avec nous, parce qu'il se trouvait que quand même le 1er mai, franchement on pourrait faire autre chose que se reposer un peu pour changer. Faites du travail, hein, allez. Moi j'ai estimé quand même que dans mon planning, un lundi férié et un mercredi férié c'était beaucoup trop, donc je les ai travaillés tous les deux, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup, cette fois-ci, oula. Ah, il est dynamique. D'accord. Du coup, voilà, l'idée c'est que c'est pas une formation, c'est vraiment une soirée juste d'information. Donc, on va parler des deux types d'alimentation. Donc, on a l'alimentation lactée d'abord, l'alimentation solide ensuite, avec du coup le matériel. Et on a effectivement, comme je disais tout à l'heure, différents choix d'outils qu'on peut utiliser. Du coup, hop là. Concernant tout d'abord la découverte de l'alimentation, donc l'alimentation c'est comme beaucoup de choses chez l'enfant. Je suis pas dedans, c'est ça? Si, je tourne au fond. Est-ce que vous nous entendez en ligne? Si quelqu'un peut nous répondre. Merci beaucoup. Là ça va, c'est bon? Ah ouais. Ok. Du coup, donc l'alimentation c'est comme beaucoup de choses chez l'enfant, c'est quelque chose qui est inné. On n'a pas besoin de leur apprendre à manger. Quand bébé est dans le ventre de la maman, il est déjà en train de manger. C'est ce qu'on appelle l'alimentation fétale. Donc du coup, il utilise ses réflexes pour pouvoir manger. Donc du coup, là, c'est une question de survie. Il ne se pose pas la question de savoir s'il sait manger ou pas. Quand un bébé sort du ventre de la maman, directement, on le pose sur la maman, il vient, il fait de la répression, il chope le sein de la maman et
ils tètent naturellement. On n'a pas besoin de leur apprendre à manger, sauf si, bien sûr, il y a contexte de pathologie, il y a contexte de difficulté motrice, il y a contexte de prématurité ou autre. Mais là, on est sur une soirée d'information classique, donc on a des situations d'enfants qui, en théorie, n'ont pas de difficultés particulières, ou en tout cas n'ont pas de pathologie nécessitant une prise en charge un peu plus médicalisée. Donc du coup, c'est une compétence qui est complètement innée et qui utilise les réflexes. On a, hop là, ces réflexes-là qui sont les réflexes les principaux. Le réflexe de fouissement, c'est ce qu'on utilise pour savoir souvent si un enfant a envie de manger, parce que parfois quand des parents sont un peu dépourvus face à des jeunes enfants, quand un enfant pleure, ça sent seulement une expression. Compliqué de savoir s'il pleure parce qu'il a faim, s'il pleure parce qu'il a mal, s'il pleure parce qu'il est inconfortable, parce qu'il veut un câlin. C'est difficile de savoir. Le réflexe de fouissement, c'est un réflexe qu'on vient stimuler de l'oreille jusqu'à la bouche, jusqu'à l'angle de la bouche, on vient faire comme ça. Et si l'enfant ralouse parce que c'est une question de faim, il va se tourner vers le doigt sur lequel on est venu stimuler ce réflexe de fouissement. On a le réflexe nauséeux. Le réflexe nauséeux, c'est un réflexe qui va le protéger. Et ça, c'est un réflexe qui ne disparaîtra jamais, qui va, ce qu'on appelle reculer, c'est-à-dire que petit à petit, il va reculer au niveau de la langue, au niveau du palais, mais il ne va jamais disparaître. C'est un réflexe qui fait que si on a un aliment étranger dans la bouche, un corps étranger dans la bouche, on va le recracher. Typiquement, on a tous un jour croqué dans un sandwich pendant qu'on conduisait, et on s'est retrouvé avec un petit bout de papier, un petit bout de plastique dans la bouche. On n'a pas eu besoin d'aller faire une autopsie avec nos doigts au fin fond de la bouche pour aller chercher ce qui se passait. La langue, naturellement, nous a protégés, a évité que les choses rentrent beaucoup plus bas au niveau des voies aériennes. Et donc du coup, on a été capable de ressortir le tout petit morceau de plastique ou de papier qu'on a croqué sans avoir été cherché avec les doigts. Ou typiquement pour ceux qui ont des fâcheries avec les aliments, s'il y a un bout de tomate qui vient sur ma langue, je peux vous dire qu'automatiquement je le sors sans aucun problème, sans avoir été trié. Donc c'est le réflexe nauséeux qui va protéger. On a le réflexe des points cardinaux, c'est le fait de venir en haut, en bas, à droite, à gauche, au niveau des lèvres. Et si on fait ça, pareil, si on vient stimuler à cet endroit-là, le bébé, s'il a faim, il va ouvrir la bouche, et donc ça va être un indicateur assez facile pour savoir si le bébé a faim ou pas. On a le réflexe de succion. Le réflexe de succion, c'est un réflexe qui a déjà mis en place pendant la grossesse. Le bébé vient, pendant qu'il est dans le ventre de la maman, il vient déjà faire des mouvements de succion. Parfois, ils viennent sucer leur pouce. On les voit dans les écoutes dynamiques. On voit bébé qui vient attraper son pouce et qui vient sucer son pouce. Et c'est un réflexe qu'il garde à la naissance et qu'il va perdre après. On en parlera plus tard, mais c'est en tout cas un réflexe qu'il a déjà. C'est ce qui lui permet effectivement, quand il sort du ventre de la maman, de pouvoir survivre parce qu'effectivement, ça ne va pas lui poser de difficulté. Il va pouvoir téter directement. Le réflexe d'orientation de la langue, décidément, je suis trop près pour y réfléchir. Le réflexe d'orientation de la langue, c'est un réflexe qui fait que quand on vient stimuler en intrabuccal, dans la bouche, la langue vient se coller à l'endroit où on a stimulé, et ça en tant qu'adulte c'est facile, on s'en rend compte. Lavez-vous les dents et vous vous rendez compte comment vous passez votre brosse à dents à droite, votre langue elle s'est collée contre votre dent, pareil à gauche, la langue elle se déplace. Donc du coup dans toute la préparation à l'alimentation c'est quelque chose qui est très très utile. On vient stimuler l'intérieur de la bouche et ça donne à la langue l'indication d'aller venir à droite, à gauche, en haut, en bas. Et en fait on a le réflexe d'écrasement, le réflexe de morsure, c'est le réflexe qui permet en fait de venir faire le crocodile comme nous explique Marie Ruffier. Marie Ruffier qui est l'ergot national, qui est la référence pour nous les ergots et de manière générale dans le domaine de l'alimentation en termes justement de formation sur l'alimentation, de prise en charge sur tout ce qui est trouble de l'alimentation, de l'allaitement et autres. Et donc elle appelle ça le réflexe crocodile. On voit comme ça très clairement le croco qui vient écraser. Donc ce réflexe de morsure ou d'écrasement, c'est celui qui permet à l'enfant de venir découvrir l'alimentation avec les premiers morceaux. Ensuite, donc du coup, la découverte de l'alimentation, donc tout ce que j'expliquais en termes de réflexes, ce sont ces réflexes-là qui vont permettre en fait de mettre en place les bons schémas oromoteurs fonctionnels et qui vont donner aussi les bons gestes. C'est ça qui va permettre à l'enfant d'avoir les bons gestes. Et bien sûr, ça va être tout ce qui va être l'exploration. À chaque fois qu'il va faire du main en bouche, à chaque fois qu'il va venir mettre en bouche n'importe quel objet, poussière, stylo, cahier, tout est sujet à venir en bouche. Et en fait, c'est hyper intéressant. D'un, parce que ça va l'immuniser, donc c'est très chouette. Mais de deux, parce que ça va surtout permettre de désensibiliser la langue, de désensibiliser toute la sphère buccale. Et plus un enfant met à la bouche, moins il aura de risque d'avoir des difficultés après. Donc laissons nos enfants jouer et mettre tout ce qu'ils veulent à la bouche. Parce que tous ces mouvements qu'ils vont avoir créés, qu'ils vont avoir expérimentés encore et encore et encore, vont permettre de transformer ces schémas moteurs qui sont des schémas moteurs réflexes en schémas moteurs qui deviennent des schémas intégrés. Et il faut se rappeler que notamment la succion, vers 4-5 mois, elle n'est plus réflexe, elle s'intègre
Et en fait, des enfants chez qui la succion était compliquée dans les premiers mois, souvent c'est là où maman reprend le travail et où on passe du sein au biberon et on dit ah tiens c'est bizarre, il n'arrive pas à téter, c'est pas qu'il veut pas de biberon. C'est pas forcément qu'il veut pas de biberon, c'est que le réflexe il s'est intégré et donc du coup il sait plus comment faire et qu'il n'a pas su comment faire avant. Il se retrouve en fait avec la difficulté de ne pas savoir comment faire avec un outil nouveau qu'il a dans la bouche. Donc du coup, plus il va expérimenter avant, mieux ce sera. Il existe donc du coup forcément le passage par les biberons, mais si jamais les biberons ne fonctionnent pas, c'est pas un passage obligatoire, on peut trouver un moyen d'alimentation lactée qui soit autre que les biberons, et je vous les présenterai ensuite. On a plein de techniques qui ne sont pas forcément biberons, c'est pas la seule solution. Donc, même si un enfant ne prend pas biberon parce qu'il n'arrive pas à avoir le schéma de succion volontaire pour pouvoir téter correctement, il existe d'autres solutions. Du coup, en termes d'étapes d'alimentation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a d'abord l'alimentation. Non, je suis toujours dedans, ça va? Oh ouais, t'inquiète pas, je m'occupe de... Je gère. On a l'alimentation donc, qui est placentaire, donc bébé est déjà en train de faire des mouvements de succion et de déglutir pendant qu'il est dans le ventre de la maman. C'est la première alimentation du bébé, c'est pour ça qu'il ne découvre pas l'alimentation à sa naissance, il l'a déjà découverte avant. Donc du coup, le réflexe de succion qu'il avait nous permet effectivement à la naissance, on le voit. Les petits schémas, ce sont les schémas du livre de Marie Ruffier que vous voyez en bas ici. Je ne sais pas si du coup sur la caméra je vais faire comme ça tout à l'heure. Hop. Je pense même. Alors non mais je dis à tout le monde aussi. Donc voilà, ça c'est le livre de Marie Ruffier. C'est un des premiers livres, c'est le premier livre qu'elle a écrit, je crois. Ce livre a l'avantage, je trouve, d'être une petite bible hyper facile à comprendre, hyper explicite, hyper claire, et qui permet d'avoir des infos de base qui peuvent nous orienter pour voir s'il y a une difficulté, pour voir comment les choses sont censées se faire, et surtout pour dédramatiser, parce que souvent on voit, notamment sur les réseaux, on est quand même d'une génération où tout se fait sur les réseaux, et on voit que des choses magiques, et quand notre enfant est un tout petit peu différent de ça, on commence à paniquer. Et ce livre-là, il explique vraiment les choses assez facilement, et je trouve que c'est un bon cadeau de départ. Quand on a une maman qui vient d'accoucher, ça va être un bon cadeau pour les mamans qui viennent d'accoucher, en plus des petites choses qu'on peut acheter. Du coup, donc là, le réflexe de succion, il est dès la naissance parce qu'il était déjà avant, et donc c'est ce qui lui permet effectivement de pouvoir se nourrir assez facilement une fois qu'il sort du ventre. On a ici, du coup, vers 4-5 mois à peu près, la succion elle devient volontaire et mature, et comme je disais, à condition que le bébé ait expérimenté suffisamment de fois, parce que c'est la répétition qui va faire l'intégration. Ensuite, vers 4-6 mois, c'est là qu'on va découvrir les cuillères. Donc on se rappelle que la diversification alimentaire, elle est censée se mettre en place à partir de 4 mois révolus. Et c'est ce petit mot révolu qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire que c'est à partir de 5 mois. C'est au 5e mois qu'on commence la diversification alimentaire. Et pas à 4 mois, malgré tout ce qui peut être vendu dans les grandes surfaces où on voit les premiers pots à partir de 4 mois. Ben non, c'est 4 mois révolus. Donc il faut commencer tôt. Plus on commence tôt, mieux c'est. Mais tout est relatif, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, et avant 4 mois révolus, c'est pas une bonne chose. Donc du coup, le passage à la cuillère, il commence vers 4-6 mois, on parle bien d'âge, donc 4 mois révolus. Il y a différentes choses qu'on peut faire par rapport au passage à la cuillère. On peut soit nous donner à manger au bébé à la cuillère, et donc pour ça, on a des manches qui sont un petit peu longs. On a des manches qui sont un petit peu longues parce qu'ils vont permettre en fait d'avoir la main de maman et ensuite d'avoir la main de bébé. Et donc on peut accompagner le geste de maman et de bébé. Donc ça, ce sont les cuillères. Vous avez le premier âge, c'est ça? Premier âge. Voilà, ça c'est les BABA premier âge. Alors bon, je reste toujours un peu fâchée avec eux sur la largeur, mais ils le savent déjà. Vous allez d'accord avec moi. Oui. La largeur et la profondeur, bon, c'est pas nickel, mais la longueur du manche a cet intérêt-là. Et l'intérêt aussi, c'est qu'elle est quand même assez plate. Je les ai pas mis ce soir, mais on a beaucoup de cuillères où malheureusement on se retrouve plutôt avec une cuillère dans ce format-là. On est plutôt dans cette espèce de format-là. Et ce qui veut dire que quand on va mettre en bouche, on va être obligé de lever assez fort pour que finalement l'alimentation puisse venir dans la bouche du bébé, ce qui est quand même pas très intéressant et qui n'est pas un schéma oromoteur classique. En fait, il faut se dire de manière générale, quand vous choisissez les outils que vous voulez pour l'alimentation des enfants, des bébés, qu'est-ce que vous feriez? C'est-à-dire que, est-ce que vous buvez en faisant comme ça? Est-ce que ça, c'est un schéma que vous avez l'habitude de boire? Alors oui, à la bière cul sec le soir, ok. Sortie de la bière.
En théorie, on ne boit pas comme ça. Donc il n'y a pas de raison d'apprendre à un bébé à boire en faisant ce geste-là d'hyper-extension. Et d'attendre que le truc coule. Normalement, on vient et on aspire. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que nous on fait pour pas faire n'importe quoi. Du coup, ça c'est la deuxième âge. Donc la différence. Pardon. La différence, ça va être... On voit bien comme ça ? Ouais. Ça va être la longueur... Hop, bah non, c'est construit, pardon. Hop là. Ça va être la longueur du... Oui, je suis pas très instagrammeuse. La longueur du manche, qui va effectivement, là, cette fois-ci, correspondre à simplement la taille du bébé. C'est la main de bébé qui vient dessus, et donc on n'a plus la place d'avoir la grosse patoune de la maman ou du papa pour venir dessus. Ils l'ont élargi. C'était déjà très large là. Donc, pourquoi ils l'ont élargi en deuxième âge, ça, j'ai pas bien compris. Mais le principe est intéressant de ce petit manche-là, parce que souvent, quand on donne des cuillères comme ça aux enfants, en fait, ils vont avoir tendance à attraper par le bout. Et du coup, il faut réussir à viser. Et c'est pas toujours facile de viser. Comment ? Catapulte. Aussi. Voilà. Ça peut devenir une arme de deuxième génération. Destruction massive. Mais voilà, du coup, c'est vrai que le défaut de ça, c'est que souvent les enfants se retrouvent à tenir très très au bout, et donc c'est pas très adapté. Là, même s'ils sont au bout, ça reste quand même un bout assez relatif. Et comme souvent, et malgré tout, ils prennent comme ça, les petites encoches, ou les butées, les petites butées, merci Xavier, vont quand même inciter la main à mettre au milieu, et du coup, on arrive sur un schéma qui est quand même plutôt intéressant. Du coup, en termes d'alimentation et de découverte de passage à la cuillère, on a effectivement soit le bébé qui mange tout seul, soit le bébé qui est guidé par la main du parent ou de l'adulte référent. Ensuite, on a à partir de 6 mois la découverte des morceaux. C'est le moment où on va commencer justement, bien sûr, il faut faire attention aux compétences, aux compétences oromofaciales du bébé, savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il a un réflexe nauséeux qui est protecteur et que tout va bien. Est-ce qu'il est capable de... On en verra après avec Xavier sur l'installation, mais jamais on ne plaque un bébé dans le dos de sa chaise haute, parce qu'il faut qu'il puisse se pencher en avant pour se dégager. Bien sûr qu'il est attaché par sécurité pour ne pas tomber, mais on ne va pas le plaquer, parce que s'il est plaqué et qu'il a besoin de faire... parce qu'il y a un truc qui est coincé, il ne peut pas le faire. Donc ça c'est hyper important, mais je pense que Xavier rappellera les règles de sécurité quand j'aurai fini mon petit laïus. Mais du coup, à partir de 6 mois, on a la découverte des morceaux, et donc c'est là qu'on va, si toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire s'il s'assoit correctement tout seul, s'il tient tout seul, s'il a un main-bouche qui est efficace, s'il est capable de pouvoir se dégager en cas de difficulté, si tous les réflexes sont ouverts, on peut commencer effectivement à lui faire découvrir les morceaux. Et Marie Ruffier, elle a un terme qu'elle emploie beaucoup, c'est la lune de miel, mais du main-bouche. Il y a la lune de miel de ceux qui se marient, et il y a la lune de miel de ceux qui mangent. Et entre 6 et 12 mois, c'est la lune de miel du main-bouche. C'est en fait le moment où il ne faut pas hésiter, il faut qu'il y aille. On laisse patouiller, ok, on va passer 6 mois où ce sera un peu sale autour de nous, c'est pas grave en fait, en vrai, c'est 6 mois dans la vie d'un enfant, c'est pas grand chose. Mais c'est le moment où il faut le laisser explorer, et il faut le laisser vraiment mettre tout ce qu'il veut à la bouche, y aller patouiller, mettre 12 000 cuillères différents. Elle explique souvent dans ses formations que si on veut laisser un enfant explorer, il faut 3 cuillères. Une pour sa main droite, une pour sa main gauche, et une que nous on va gérer. Parce que du coup, vu qu'il veut toujours en avoir une, pour prendre la nouvelle, il va devoir en lâcher une, et donc on va pouvoir la re-remplir. Au départ, quand on joue sur le je t'aide à remplir, parce que tu n'arrives pas à remplir le contenant de ta cuillère. Donc les 3 cuillères c'est bien, et effectivement dans la lune de miel du main-bouche, c'est le moment idéal pour pouvoir aller permettre à bébé de venir découvrir les choses. On a ensuite, on arrive vers 2 ans, et donc à 2 ans, on a ce qu'on appelle l'alimentation de table. C'est le moment où un enfant peut manger sensiblement la même chose qu'un adulte. Je sais pas où vous êtes. Manger la même chose qu'un adulte. Il n'y a pas de différence entre ce qu'un enfant va manger et ce qu'un adulte va manger. En termes d'alimentation, la différence, ça va être bien sûr que si vous mettez une côte de bœuf et un hamburger à côté d'un bébé de 2 ans, il va le regarder en mode qu'est-ce que je fais de ton truc. Mais on peut lui donner un burger et une côte de bœuf à condition de venir le couper. Alors le burger, c'est très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut lui donner sensiblement la même chose que nous, c'est juste qu'on va adapter la quantité et la taille des morceaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas lui dire une côte de bœuf, on va venir couper des tout petits morceaux. Mais il est capable de la manger, bien sûr en adaptant. Par contre, il faut être clair sur le fait qu'il a une alimentation de table à 2 ans. Par contre, ça ne veut pas dire que sa mastication est mature. Ce qui veut dire qu'on le voit souvent, ils vont mâcher, et en fait, au bout d'un moment, ils ne vont plus vouloir manger. C'est pas parce que c'est pas forcément. Ils peuvent ne plus avoir faim, ça c'est une sensation de satiété, c'est encore autre chose comme notion à avoir.
Mais ça peut aussi parce qu'en fait c'est tellement fatigant pour lui qu'il va s'arrêter parce que juste il en peut plus. Je donne souvent, en reparlant d'entrecôte, c'est comme si je vous donnais une entrecôte en disant bah tiens, mange, mais sans couvert. Il y a un moment où vous avez rien comme couteau pour couper et qu'il faut attaquer la côte de bœuf qui est avec les dents, il y a un moment où vous allez fatiguer vous aussi. Pour lui, c'est la même chose. Donc du coup, la mastication chez l'enfant, elle est mature entre 4 et 6 ans. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 2 ans soit capable de mâcher avec la même force et la même durée dans le temps sur une alimentation classique que son grand frère de 6, 7, 8 ans et plus. Du coup, ça c'était pour les étapes de l'alimentation. Donc en tout premier, on a l'alimentation lactée. Donc on a bien sûr l'allaitement de prime abord si c'est le choix parental de faire de l'allaitement. Mais là pour le coup, on n'est pas sur une formation sur l'allaitement, je ne vais pas avoir grand chose à expliquer parce que c'est plutôt en théorie naturelle. Et s'il y a des difficultés, on est plutôt face à des conseillères en alimentation ou en allaitement, pardon. Des consultantes en allaitement ou en tout cas avec des personnels qui est formé dans l'allaitement. Nous on va partir plutôt, vu qu'on est sur le matériel et l'installation, on va partir plutôt sur ce côté-là. Viens mon petit jambis. Du coup on va partir... merci. En premier lieu, du coup, voilà, on a les biberons, et comme je disais, c'est pas le seul modèle qu'on peut utiliser pour nourrir un enfant, mais on a principalement quand même le biberon qui est le choix quand même le plus facile et le plus habituel pour nourrir un enfant. Par rapport à ça, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, là je vous ai mis un petit panel de ce qu'on a en termes de biberon, de ce que nous on utilise en formation. Vous avez effectivement tous les biberons du commerce qu'on va retrouver aussi bien dans les grandes surfaces qu'en pharmacie, que sur internet ou dans les magasins de puriculture et autres, ou dans les boutiques spécialisées qu'on peut avoir là où on travaille, dans le secteur où on habite plutôt. Mais du coup, s'il y a un tel choix de biberon, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour rien en fait. Donc du coup, pardon, hop, tu me gênes un petit peu, le choix des tétines est important. Sur un enfant qui va bien, n'importe quelle tétine fera l'affaire. Ça se passe bien, il y arrive, pas de difficulté, ok, tant mieux. Sur un enfant qui peut avoir des petites sensibilités, qui peut avoir une langue un peu plus flemmarde, entre guillemets, avec peut-être un frein restrictif, avec peut-être une hypersensibilité, avec peut-être un défaut de fermeture labiale parce qu'il a une respiration buccale et pas nasale, donc il n'arrive pas à fermer comme il faut, il n'arrive pas à faire une étanchéité. Il peut y avoir plein de raisons. Et donc du coup, quand il y a des difficultés, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a des difficultés, qu'est-ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à téter. Et souvent, on se retrouve, moi je le vois en consultation dans mon cabinet, des mamans qui arrivent, et je leur demande de m'amener le matériel qu'elles ont à la maison, pour voir ce qu'il y a. Et en fait, elles m'ont ramené 10 biberons différents. Mais si je regarde la composition des biberons, en fait, ce sont 10 biberons qui ont la même largeur de colle, ou la même dureté de tétine. Donc finalement, ok, il y en a 10 modèles différents, mais ce sont les modèles qui correspondent aux mêmes critères. Donc là, je vous ai ramené différents matériels. Donc typiquement, si on prend les deux extrêmes, on a les Dr. John, où on voit ici, hop, qu'on a ce qu'on appelle un col large, je sais pas comment faire ça, non, hop, et un col étroit. Donc on voit vraiment la différence entre un col large et un col étroit. Là on va être sur un col large, plutôt sur un enfant qui va avoir des difficultés à fermer au niveau des lèvres. Ben, du coup si on a un col qui est plus large, ben, cette fermeture elle va être facilitée par ce col qui va être un petit peu plus large, ça va l'aider dans ses premières suctions. Ici on est sur un col qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, donc un enfant qui est plus hypersensible, qui a plus de difficultés justement à accepter qu'il y a quelque chose dans la bouche, c'est plus petit, c'est moins violent, moins agressif. Pourquoi tu fronces les sourcils comme ça? Concentrée. J'essaie d'enregistrer. Et puis là, je pensais pas qu'il fallait se concentrer comme ça, merci en fait. J'aurais dû faire l'apéro avant finalement. Donc voilà, du coup, en fonction des critères des biberons et des compétences de l'enfant, on va choisir le biberon différemment. On a ensuite ici aussi le Medela. Le Medela, c'est un autre type de modèle. Alors on pourrait se dire, bah pareil, il a une tétine un peu étroite aussi, qui rentre dans la bouche, c'est pas trop large mais quand même. La grosse différence, c'est la dureté de la tétine et surtout l'effort qu'il va falloir faire pour téter avec ça. J'étais avec une amie, on l'avait acheté ensemble et elle me dit, je comprends pas, je n'arrive pas à boire avec. Je balancerai pas. Je balancerai pas qui c'est qui a testé là. Et en fait, il faut
c'est un biberon qui nécessite vraiment une force hyper importante. Donc du coup, pour un enfant qui a besoin de venir ressentir les choses dans la bouche pour comprendre ce qui se passe, ce biberon-là est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est un biberon chez qui l'enfant va être vraiment complètement acteur de ce qui se passe. On voit trop de biberons où, quand on le penche comme ça, c'est la chute du Niagara. Alors là, déjà, si le biberon, quand on le penche, il coule, on peut le jeter. Enfin, la tétine, pas forcément le biberon. Mais du coup, voilà, celui-ci, il demande vraiment un effort qui est très important. On le voit. Je sais pas si vous le voyez bien. On voit l'effort qu'il faut faire, et pourtant, je suis avec mes doigts. On voit l'effort qu'il faut pour venir tirer sur la valve. Hop. Après, vous pourrez venir toucher pour les questions que vous voulez. Mais voilà, du coup, c'est vrai que les différentes tétines ont leur importance aussi. Après, on va avoir aussi des différences en termes de texture. Là, on est sur 2 textures. Elle est beaucoup plus ronde en bouche, elle rentre beaucoup moins dans la bouche. Le bout est caoutchouc, enfin, c'est un caoutchouc classique, un latex d'ailleurs classique. Et cette partie-là, elle est, on appelle ça gratter, je sais pas quel nom ça porte. Ça porte un nom, vous aviez ça Granité, oui, un petit peu. Granité, Ouais. voilà. C'est sympa. Ça me va très bien. Donc voilà, on voit les deux types de textures. Effectivement, en termes de sensibilité, ça peut être un petit peu différent. Ouais. On a la même chose chez les ailés. Non, pas du tout. Chez les Soviets, pardon. Là. Où on a problème d'ouverture de biberon. Mais voilà, on a cette texture pareil qui est un petit peu plus lisse, un petit peu plus douce. Et voilà. Et encore une fois, c'est une question de sensibilité. Mais typiquement, on va pas avoir la même. Même si je présente ce matériel-là, il est différent de ce que je présente un matériel en latex ou je présente un matériel en caoutchouc. Donc plutôt que d'essayer plein de biberons, il faut essayer de varier les caractéristiques du biberon. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément les informations de qu'est-ce que ça peut changer d'un biberon à l'autre. Donc voilà, donc du coup le choix des biberons pour l'alimentation va être vraiment important et effectivement le choix des tétines et je ne sais pas montrer un tétine variable. Et parce qu'on n'en a pas ici de tétine variable. Non, ça s'en est un peu malade. Bon, bah du coup il existe aussi des biberons en fait où... Fais gaffe Marie, il y a le diapo qui fait sa vie. Ah bah, t'es autonome là. Il y a donc on a en gros la dernière catégorie c'est les variables, c'est-à-dire qu'on va aller avoir les tétines 1, 2, 3. L'intérêt de ça peut être de se dire bah ok, au départ on a plusieurs choses. Soit on va l'utiliser en disant bah, au tout départ je vais te le mettre en niveau 1, en tétine avec à vitesse 1, parce que forcément ça va demander à l'enfant de faire beaucoup plus d'efforts. Et donc ça va lui permettre de faire plus d'efforts. C'est le début du repas, donc on peut estimer qu'il est encore en forme, que c'est donc le moment où il est prêt à faire le plus d'efforts. Et donc en faisant ça en début de repas, on va lui permettre en fait de pouvoir travailler ses compétences oromofaciales. Donc il va venir chercher à travailler et à améliorer ses compétences. Sauf que si je fais ça tout le long du repas, encore une fois, c'est comme la côte de bœuf, il va s'arrêter de manger parce qu'il est fatigué. Et donc l'avantage de la tétine variable, c'est que plutôt que de dire « Ah, attends, t'es fatigué, je t'enlève le biberon, je change la tétine, je vais changer... » et donc de devoir vraiment couper le repas du bébé au risque qu'ils disent « Oh, bah, c'est fini, je m'arrête », bah là on a juste un quart de tour ou un tiers de tour à faire, souvent c'est un tiers de tour, et on a changé la tétine. Et donc on commence par la tétine de plus petit débit pour qu'ils viennent chercher et faire l'effort. Et quand on sent qu'il fatigue, hop, on passe sur la tétine, sur la vitesse de variation 2, où il a moins d'efforts à faire. Et donc du coup, on n'a pas changé la tétine, on n'a pas changé le biberon, on n'a pas arrêté le repas, mais pour lui c'est plus facile. Ou à l'inverse, on peut partir sur quelque chose avec une vitesse plutôt assez rapide. Et si l'enfant il est en crise et qu'il en peut plus et qu'il faut juste lui nourrir vraiment très vite et qu'il a besoin de manger très vite, parce qu'on a pour je ne sais quelle raison dû attendre et qu'on a dû décaler le début du repas, mais on va accepter au départ qu'il mange et qu'il reprenne tout son souffle et qu'il y arrive. Et puis une fois qu'il est un peu apaisé, ben on va pouvoir aller dire ok, maintenant t'es apaisé, ben, en vrai le vrai bon schéma moteur c'est celui-ci où tu viens faire correctement le geste, le succion comme il faut. Et donc cette variation de tétine va permettre ça. Du coup, une fois qu'on a fait le choix du biberon, on va faire l'installation. Pour pouvoir nourrir un bébé, on a plusieurs choses. En termes, je vous ai mis ici une petite dia, donc c'est un bébé où le biberon est dans une bonne position, biberon avec un bébé allaité, biberon où on évite de faire ça parce que là effectivement, tu vois pas ça, c'est ça? Non mais c'est bon, je bouge, t'inquiète pas. Sur cette image là, en fait, on voit que le biberon, bah, il coule dans la bouche du bébé sans que le bébé ait vraiment l'effort à faire. Du coup, hop, si on est au sein, on a plusieurs... Oh pardon, petit Adam.
On a plusieurs techniques en termes d'allaitement. Donc, je ne vais pas vous détailler maintenant les techniques d'allaitement, mais on a la madone, on a la madone renversée, on a plein de techniques, mais ça, je vous laisserai effectivement plutôt chercher ou me poser des questions après particulièrement. Mais du coup, en gros, on vient se poser, on va mettre bébé au sein, on vient l'installer, on fait en sorte que maman et bébé soient confortablement installés. Et pour ça, on peut utiliser des coussins d'allaitement. Et donc on vient s'installer avec le petit coussin, on vient poser l'épaule. L'idée c'est que la maman n'ait pas le poids du bébé à porter. Et donc on vient ici poser le bras de la maman sur le coussin d'allaitement. On fait attention à ce que son petit bras, ici qui se dessous, ne soit pas écrasé, ni qu'il soit pendant, parce que du coup un bras c'est lourd. Donc on fait en sorte qu'il ne soit pas pendant, qu'il soit posé, mais qu'il ne soit pas écrasé non plus. Sa tête, elle va reposer dans le coude, et avec la main et tout l'avant-bras, on vient le maintenir bébé. Et l'autre main, elle sert, s'il est allaité, faire un petit câlin. Quand on est censé les aimer, donc on lui fait un petit câlin. Soit, si on l'aime pas trop, on le fait quand même. Parce que quand même, on est censé les aimer. Donc voilà, l'autre main, elle peut servir à autre chose, à caresser. Souvent, il adore venir choper les cheveux, le collier ou la main. Et donc voilà, on est comme ça peut permettre de protéger, de pouvoir vérifier à tout moment que le bras n'est pas écrasé, qu'on est bien installé. Ça peut permettre de venir jouer avec les autres frères et sœurs et compagnie, ou de boire sa petite bière. Non, on ne boit pas de bière quand on allaite. C'est un mythe de croire que c'est bon pour l'allaitement. Non, c'est pas ça. Donc voilà, ça c'est la partie pour allaitement. Et pour l'allaitement, donc il y a plein de positions différentes, mais je ne vais pas en faire un détail. En tout cas, l'idée c'est que les coussins d'allaitement, ça c'est un coussin d'allaitement nomade de chez Doumou. Il a l'intérêt d'être gonflable. Ce qui veut dire que quand on part avec, ça prend pas de place. Parce que je sais pas si vous avez déjà badé avec un coussin d'allaitement. C'est un tout petit peu encombrant. Tout petit peu. Par contre, clairement, moi je l'ai fait en formation, Amandine l'a fait tout à l'heure pendant qu'on préparait. Ça prend quand même du temps à gonfler, ça prend du temps à installer. Donc c'est vraiment pour le déplacement. C'est-à-dire que je pars en vacances, je vais chez ma belle-mère, je vais chez mes copains. Ok, c'est pratique. Faut pas s'imaginer qu'à la maison vous allez le gonfler et dégonfler tous les 4 matins. C'est pas vrai. Par contre, c'est pratique de pouvoir se dire que si je veux partir avec, je le dégonfle en quelques secondes et je le regonfle en quelques minutes. Mais du coup, l'idée du coussin, c'est vraiment avant tout de pouvoir protéger les épaules et le dos de la maman. On peut ensuite, du coup, une fois qu'on a passé qu'on est passé sur le biberon, on va retourner, hop, viens là toi. On peut du coup garder cette même position de coussin d'allaitement et de petit bébé comme ça, sauf qu'au lieu d'avoir comme ça, on va le décaler légèrement pour pouvoir venir lui mettre le biberon dans la bouche. Pas comme ça. Tu me vois bien ? Ouais. Pas comme ça, parce qu'effectivement, encore une fois, là, il est en train de faire églou, et que s'il veut s'arrêter, il n'y a aucun moyen de faire stop. Donc on fait pas ça. On reste toujours comme ça, ici, là. Ce qui fait que c'est lui qui est acteur. En gros, le biberon, c'est pas non plus complètement à l'horizontale, c'est légèrement comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait du lait dans la tétine, mais il faut que ce soit lui qui ait à faire l'effort d'extraire le lait. Pour que le lait vienne dans sa bouche, il faut que ce soit lui qui soit acteur de ça. Sinon, il fait églou, et à un moment où s'il a plus envie de faire églou, il le fait quand même, c'est les poumons qui viennent récupérer l'as. Donc on est dans cette position-là. Grâce à ces magnifiques, merveilleuses petites anses de Dr. Brown qui viennent se mettre sur à peu près n'importe quel biberon. Ça, c'est kiffant. Il y a deux tailles. Flûte. La petite taille, je le mets à côté. La petite taille et la grande taille. Et pour avoir essayé, ils vont sur tous les biberons qu'on a là. Et on a quand même quasiment toutes les gammes de biberons. En tout cas, j'ai pris au moins les plus gros et les plus petits. Donc du coup, ça permet vraiment de pouvoir se mettre sur n'importe quel biberon. Le gros avantage, c'est que justement, vous avez acheté une fois le truc et vous le mettez sur tous les biberons. Et pas à chaque fois. Ça permet aussi de pouvoir se dire, j'ai 3-4 biberons. Il a tété en pleine nuit, j'ai pas eu le temps de laver les biberons, mais je peux juste changer la petite chaussette silicone et ça passe très bien. Donc, hop. Donc ça peut être, on peut l'installer comme ça si on veut donner le biberon. On peut aussi l'installer de différentes manières. On peut, avec un vibrébon, on ne le lâche pas. J'ai envie de faire ce que j'ai fait. Du coup, on peut venir l'installer comme ça ici, hop, un peu avec ses fesses contre notre ventre. Il est comme ça, on vient le tenir, on vient le soutenir plutôt comme ça. Et donc là, je le vois très bien. Pareil, je mets le biberon plutôt à l'horizontale. L'avantage de cette position, c'est que je le vois très bien et donc je peux à tout moment me dire, ok, là, il me montre un signe en train de me dire que c'est trop, qu'il veut que j'arrête. Donc on peut facilement décaler et lui, il peut facilement se libérer droite-gauche s'il a besoin. Et là, au moins, je le vois, je le surveille. On peut avoir un moment d'interaction, de relation et me dire, t'as de beaux yeux, tu sais. Oh oui, tous les yeux de ta mère. Donc voilà, donc on peut faire comme ça, et là c'est assez pratique pour lui en termes de sécurité, en termes de relation.
on a cette méthode-là. On a ensuite, sur un bébé qui a un RGO, on peut le faire téter comme ça. Tchouk. Alors, on s'installe comme il faut. On vient comme ça, même système que tout à l'heure. On se met ici, on maintient la tête. On fait toujours attention à ce que le petit bras ne soit pas écrasé dessus, dessous ou autre. Et dans cette position-là, il est plus enroulé que tout à l'heure quand il était face à moi. Il est plus enroulé, donc c'est plus agréable pour ça peut être plus agréable pour lui. La tête, elle n'est pas posée en vrac. Je continue à tenir la tête parce que justement, si je suis en train de lui donner le biberon comme ça, s'il va esquisser le moindre mouvement pour se dégager, je vais le sentir et donc je vais pouvoir moi décaler le biberon et lui, il peut toujours très facilement quand même bouger sa tête pour se dégager comme ça. Ça, c'est une position qui est hyper confortable. Et pour les bébés qui ont un RGO, donc avec un petite difficulté au niveau de l'aliment. T'as le body toi sur celui-ci? Non, tu l'as pas fait. C'est Binôme qui fait pas ce qu'il faut. Du coup, je savais déjà. Vas-y, hein, si tu veux chercher un body fantôme, n'hésite pas. Mais non, il n'y a pas le body avec le petit estomac. Parce que du coup, j'ai le même poupon au cabinet, et moi je lui ai acheté un body et j'ai fait de l'art magnifique. Tu pourrais, Elisabeth, s'il te plaît, m'attraper le paperboard sous ça. Nickel, s'il te plaît. Merci. Il devrait jusqu'au bout. Parfait, merci. Et voilà. On va voir le fond. Tac, tac, tac. Vous avez souhaité un bonsoir et une bienvenue, mais on l'a caché après. Du coup, alors il est interdit de se moquer du talent d'artiste. Soyons clairs. Parce qu'il n'existe pas, donc faut pas se moquer de ce qui n'existe pas. C'est le jeu apéro. Attention, c'est le moment apéro. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, bon, c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire et puis après on on tournera. tournera. Ok, donc du coup, l'estomac de bébé, en gros, a cette forme-là. Donc ici c'est plus petit et ici c'est plus grand. Dans mon cabinet, j'ai fait ce magnifique dessin sur le body que j'ai mis sur mon bébé, ce qui lui permet en fait, parce que souvent quand on dit, alors attention, quand vous l'allaitez, quand il a un RGO, vous commencez sur le côté droit, vous finissez sur le côté gauche. Alors, elle m'a dit le côté droit, mon côté droit ou son côté droit? Mais son côté droit quand je le regarde ou quand il est face à moi? C'est quel côté droit? C'était droit ou c'était le gauche? Clairement, c'est ce que j'avais au cabinet, jusqu'à ce que Marie, dans son livre, fasse ce petit schéma. Et je lui ai dit, Marie, je peux te piquer ton chemin? Elle dit, bah ouais, il est dans mon lit, tu fais ce que tu veux. Je fais, oh, trop bien. Et du coup, hop, dans son livre. Est-ce que je vais le retrouver en 3 secondes top chrono ou pas? Ou pas? Je peux pas faire recherche maintenant. Bon, je devrais y arriver. Ah, ça y est. Alors, tu me dis plus haut, plus bas, plus là. Ouais, non, c'est bien. Donc on voit les petits schémas. Hop, on vous le montre. Du coup, donc on voit son magnifique petit ventre. Et donc en fait, on s'imagine bien que si on met bébé au départ, donc c'est page 47 pour ceux qui veulent le lire. C'est page 47 si vous avez le livre à la maison. Après, c'est la première version, donc il y a peut-être eu des modifications sur la nouvelle version. Ah, et donc pas la bonne pagination? Bah, vous chercherez. C'est peut-être un doute sur la page. J'ai pas d'autre solution. Donc du coup, assez pratique. Donc on imagine, hop, petite poche de ventre ici, plus grande poche de ventre ici. Donc du coup, quand je viens faire téter mon bébé, comme ça, là. Vu que sa petite poche, sa plus petite partie, tiens-moi ma tête toi, petite partie de poche est ici et la grande ici, si je commence à le nourrir comme ça, dans la partie grande poche, et que le lait rentre du coup dans sa grande partie de poche, il va boire sans aucun problème. L'estomac va se remplir, et puis d'un moment, pour je ne sais quelle raison, il faut le retourner parce qu'il n'est pas bien. Et bien si on vient faire ça, on imagine bien, là je t'ai petit peu là, que tout le lait qui est arrivé ici, tac 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 tac, t'as dit quoi? Faut qu'il reparte de l'autre côté. Voilà, Et là, il va y avoir tout le contenu qui est ici, du coup bébé il est couché comme ça, hop, tout le lait qui est là, j'avais prévenu, en miroir pourri, en miroir, hop, tout le lait, bah oui, les cruchettes,
Voilà, merci. Tu as remonté là, toi. T'auras un bon point. Hop, voilà. Tout le lait qui était ici arrive ici. Et ben non, du coup, il arrive là. Et hop, je donne un petit peu. Bon, je vais passer ça avant qu'il y ait des traces. Hop, on voit plus rien. Donc du coup, on fait attention à mettre bébé comme ça. Dans l'idée, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a besoin de changer de position à un bébé quand on lui donne un biberon? Sur un temps de biberon qui est court, non, bien sûr que non. Par contre, sur un temps de biberon qui est plus long, sur un bébé qui a une plagiocéphalie, qui a une déformation au niveau du crâne, qui a une douleur, qui a un problème quelque part, on va être amené à changer bébé de place, à tourner de position. Et donc, dans ces cas-là, t'es pas d'accord? Si. Ah. Donc voilà, donc du coup, on va être amené parfois à les déplacer et avoir cette notion-là, c'est intéressant. Notamment aussi, si on veut chercher à le positionner une fois qu'il a fini de manger, il a fini de manger et je vais le poser, il va pouvoir se promener tranquillement et jouer. Bah, selon comment je l'installe sur son tapis ou autre, bah, je peux amener une situation d'inconfort. Donc voilà. Ensuite, on n'a pas ce petit... qui est failli valser. On peut donner à manger à un bébé, petit Bouddha. Et donc il vient. On a cette technique-là. L'avantage, c'est que bébé est complètement enroulé, donc pour sa colonne, c'est génial. Il voit le monde, c'est plutôt sympa, c'est agréable pour lui, il est content, il peut jouer, il peut gazouiller. Le défaut aussi, c'est qu'il peut du coup s'intéresser à d'autres choses et ne plus se concentrer sur ce qu'il fait. Donc ça, c'est peut-être le défaut. Le défaut principal que je vois moi, c'est que là, si jamais il est en train de me dire je veux pas, je le vois pas du tout. J'ai aucun moyen de contrôler s'il se passe quelque chose de pas bien. Mais en soi, si bébé va bien et qu'il est capable de pouvoir repousser le biberon, il n'y a pas de difficulté. Donc c'est encore une fois, ça va dépendre des compétences de l'enfant. Donc on a cette technique-là. On a la même chose. Hop, sur le côté. Là pour le coup, sur le côté, pareil. On vient avec le dos se mettre en sécurité. On peut toujours avoir le plus en attendant si on veut. On est là. Hop là. On est ici. Et donc là pour le coup, j'ai un peu plus de visibilité quand même sur le visage du bébé. Et donc si jamais il y a une difficulté, je peux retirer le biberon et il peut voir les choses. On peut aussi avoir un bébé plus grand qui se gère tout seul. On va mettre dans une chaise. Non, là on ne voit pas. Ouais, on est d'accord. Ah, du coup, ok. Ouais, tu voulais ramener, je savais pas exactement si tu voulais. On fera le détail plus long. Mais on peut se retrouver aussi un bébé qu'on va mettre dans une chaise à partir du moment où il tient suffisamment bien assis et qu'il n'y a pas de difficulté. Et du coup, on peut venir l'installer comme ça. Et donc là, et pareil, on peut être face à lui, comme ça on voit ce qui se passe, ou éventuellement sur le côté on voit ce qui se passe. Alors, ça suffit. Hop. Du coup, vous qui êtes dans la salle quand même. Donc voilà, on peut venir ici comme ça. Du coup, nous on voit ce qui se passe, soit de côté, soit en face, selon ce qu'on fait. S'il est installé à table, bah du coup on peut pas se mettre en face, mais sur le côté. C'est comme quand il était sur mon bras, sauf que du coup, pour typiquement une maman ou un papa qui peut avoir une difficulté au niveau des épaules, une douleur ou autre, ou qui n'a plus envie de porter, bah du coup on le décale dans la chaise à partir du moment où il tient assis, en sécurité, et voilà, toutes les conditions requises nécessaires. Ouais. Je vais bien enlever mon lit. Attention à toi. Merci. Donc voilà, donc je disais pour l'alimentation lactée, on fait donc attention au choix des biberons, au choix des tétines. Alors après, team biberon en verre, team biberon en plastique, on veut dire que ça, ou en latex, En silicone. ça va dépendre, comment? Oui, en silicone. En silicone, Ouais. en latex, tu as raison. Voilà, ça va dépendre de votre choix personnel. Ça n'influe pas réellement sur l'alimentation en tant que telle. Par contre, ça peut influencer le poids du biberon. C'est-à-dire qu'un biberon en verre est forcément beaucoup plus lourd qu'un biberon en plastique ou qu'un biberon en silicone. Donc si bébé a très envie de prendre son biberon, Non, c'est. il a très envie de prendre son biberon tout seul et qu'il est en verre, il va avoir plus de difficultés à le prendre. Après, en sachant qu'effectivement, comme je vous disais, il existe ça, mais il en existe plein d'autres. Hein. Là, vous ne pensez que cela, mais il en existe plein d'autres. Il y en a un où ça ressemble à une balle, on dirait des espèces de petites balles avec plein de petits ronds. Tu l'as pas ici? Non. J'ai plein de ça. Voilà. L'avantage, c'est pareil, ça se met sur à peu près n'importe quel contenant de biberon, à partir du moment où il est relativement rond, ça passe sans trop de difficultés. Et ça permet à l'enfant du coup de pouvoir le tenir plus facilement tout seul.
Du coup, voilà, ça c'est les critères auxquels il faut être attentif. Donc pour l'installation, comme je vous disais, avec un coussin, dans les bras ou en chaise haute, c'est assez facile de voir en fonction des difficultés qu'on peut avoir, en fonction des compétences ou de l'envie des enfants. Il peut avoir envie d'être dans vos bras, lové et pas ailleurs, ou à l'inverse, il peut se dire, bon ça va, je t'ai vu tout le temps, maintenant je vais être comme un grand, comme mes frères et sœurs, installés à table devant mon bureau, moi je me gère tout seul. Il n'y a pas à diaboliser typiquement le bébé qui est couché sur le dos tout seul et qui prend son biberon comme un grand. Si, à partir du moment où il est capable d'être sur le dos et de tenir son biberon comme ça tout seul, on peut se dire bah, c'est pas génial quand même parce que du coup il est comme ça. On peut se dire il est comme ça. Je vais décaler un peu ma super présentation. Il est allongé. Du coup, toi, tu vois rien, vous voyez rien. Et hop, il va venir prendre son biberon tout seul. Mais s'il est en compétence de tenir comme ça son biberon tout seul, autant vous dire que ça veut dire qu'il est en compétence de faire ça. Donc, dans l'idée, bien sûr qu'on ne va pas nous nourrir un bébé comme ça, parce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de le faire. Par contre, si lui est capable de le tenir, autant vous dire que vous êtes déjà amusé à lire sûrement le soir dans votre lit, il y a un moment où c'est lourd, et pourtant c'est que le poids d'un livre. Mais du coup, si c'est lourd, ça veut dire qu'il va être capable de le tenir et donc de l'enlever. Donc il va se gérer les choses en toute sécurité. Encore une fois, on fait bien sûr attention aux compétences de l'enfant. Et c'est pas une question d'âge. C'est pas l'âge de l'enfant qui va définir ses compétences. Ça nous donne un ordre d'idée, mais ça ne définit pas ses compétences. Ensuite. Il n'est plus tourné. Tout à l'heure, il a tourné sur moi, il n'avait plus tourné. Du coup, quand le biberon ne passe pas, le passage par le biberon, c'est pas obligatoire. Effectivement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, on se pose pas trop la question, on prend un biberon et puis quoi. Mais parfois, ça peut ne pas fonctionner. Quand ça fonctionne pas, pour diverses raisons, parce que bébé a pas envie, parce que bébé a un frein lent, parce que bébé a un problème de frein labiaux, parce que bébé... Pourquoi le truc qui bouge? C'est un effet du diabo. C'est la mer. Je vais vomir à la fin, non? C'est pour tester l'alcoolémie. Ah ouais, mais non, je suis pas alcoolisée, mais on pourrait pas. C'est comme ça depuis le début. C'est vrai? J'avais pas percuté non plus, donc... C'est que j'avais vu? Vous avez dit quoi? Donc du coup, plus sérieusement, on a effectivement, le biberon c'est pas une obligation, on peut avoir d'autres systèmes en fonction voilà, effectivement des difficultés. On a dans les pathologies avec les fentes palatines, on peut avoir simplement un bébé prématuré qui ne va pas réussir à faire un schéma neuromoteur qui est fonctionnel. On peut avoir diverses raisons, simplement un bébé qui n'a pas envie, parce que hypersensibilité et autres. On a d'autres solutions, c'est pas parce qu'il n'y a pas de biberon que ça veut dire qu'on va les laisser mourir de faim, et heureusement. On a en premier lieu les DAL. Un DAL c'est un dispositif d'aide à l'allaitement. Donc on met le lait, là-dedans, il sort par ce petit fil, et là on a plusieurs solutions. L'idée c'est de toujours, quand on nourrit un bébé, par ce système-là ou autre, de lui faire comprendre que c'est le geste de succion qui fait qu'il se nourrit. Parfois la succion, elle n'est pas fonctionnelle, donc elle n'est pas nutritive, c'est pas grave, on va quand même mettre donc soit le petit embout, soit on vient le coller sur son petit doigt, et on le met le petit doigt dans sa bouche, et donc du coup lui il vient sucer notre doigt. C'est pas suffisamment fonctionnel que pour exprimer le lait, mais du coup par ce système-là et par la gravité, magique, ça va quand même venir coller. Donc ça peut être ça. On peut aussi le coller sur le sein de la maman, et donc du coup bébé vient téter, la fonction est non nutritive, elle n'est pas fonctionnelle, mais du coup il enregistre quand même que c'est en tétant que le lait vient dans sa bouche. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a les tasses. On a des petites tasses comme ça, qui sont ici. On a les Gravis, qui sont comme ça, qui sont les, je pense, les dernières Gravis. On a eu, les premières Gravis étaient comme ça, c'était un petit verre qui était rigide. Ils ont changé, ils en ont fait la même taille, le même format, mais souple. Autant vous dire que c'était une erreur, ce jour-là, parce qu'ils ont fait. Mais du coup, forcément, dès qu'on l'attrape, il s'écrase. Évidemment, le lait ou l'eau reste pas très longtemps dedans. Et là, on les a eu, donc ça c'est ma petite assiette qui nous l'a envoyé, et de nouveau, j'ai eu la surprise de voir qu'ils étaient de nouveau rigides. Alors, j'ai pas le fin mot de l'histoire, je sais pas si c'est un ancien stock qu'elle doit donner, ou si c'est les nouveaux qui l'ont sorti. Tu sais pas, toi, Xavier? Non. Les nouveaux, comment ils sont? Je connaissais pas. Tu sais pas? Non. Oh, c'est une erreur. Sandra, toi tu les avais. Ouais. Moi je crois que ça reste. C'est des C'est toujours souple. Ouais.
Ouais, c'est ce qu'on craignait, hélas. Ah ouais, j'avais espoir que Je pourrais vous redire. Ah ouais, les tu enfants. vois, parce bien. que du coup, j'avais espoir qu'ils se soient dit tiens, on va revenir à ce qu'on disait avant. Je crois pas. C'est dommage. Faut leur dire. Pourquoi? Un partenariat avec Gargis, Jessica. Tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. Non, ça non. Ça non. Ça non. Ah, bah, Jessica, un point moins. Là, t'avais pas lu Panther avec tout à l'heure. Je suis désolée. Bon voilà, en tout cas, l'intérêt de ces petits verres, c'est qu'ils sont petits, donc petite contenance. Ils sont hyper légers, donc faciles à tenir en main. Et donc pour des toutes petites mimines, ben, on s'imagine bien Adam. Regardez par rapport à Adam. C'est un godet. Tudoulou. Même lui qui est clairement trop petit pour boire tout seul, et ben dans sa main ça passe plutôt pas mal quand même. Donc, dans ses deux mains, hop, Rodriguez, hop, ça passe plutôt pas mal. C'est avec les mecs qui peuvent comprendre, c'est ça qui est bien. Donc voilà, du coup, ces petits verres sont intéressants. Ils sont beaucoup utilisés en maternité, notamment en néonate. C'est justement ces bébés qui n'ont pas cette possibilité fonctionnelle de pouvoir extraire du lait par succion. Ils viennent, on les met au bord de l'aide et ils font le petit chat. Ils lappent. Ah oui. Ça marche super bien. Et en maternité, on utilise beaucoup celui-ci et l'autre que j'ai pas sorti et c'est une erreur. Mais Medela en fait un, c'est celui-là, en gros. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de là il est à plat. À plat. Donc il a cette espèce de découpe nasale. Medela en fait, il a ce format-là. Je suis obligée de le prendre, il est derrière. Mais il a une légère découpe nasale, ce qui permet en fait de vraiment pouvoir mettre la tasse au bord des lèvres de bébé, et donc petit bébé vient lapper. En maternité, c'est la solution qui est presque la plus utilisée. Donc ça, c'est très très pratique. Et vraiment, leur petite taille en font des petites merveilles. Donc voilà, on a ensuite, quand bébé est un peu plus grand, le même système. Ça, c'est Don by Deer qui le fait. Ils sont en silicone, donc ils restent souples. Mais souple dans une relativité. Oui. C'est pas comme mot ça. Relativement souple. Adapté. C'est pas dans le bon sens. Et voilà, il a l'avantage d'être souple, donc c'est agréable à tenir. En termes de sensations au niveau de la bouche, je les ai testés et je le trouve confortable. Parce que parfois sur un verre qui est rigide, ça peut être moins confortable pour la bouche, pour certains enfants. Du coup, ça a l'avantage d'avoir cette texture-là qui est un peu plus sympathique. Vous pourrez après venir tester tout le matériel, pas de souci. Mais voilà, du coup, l'avantage c'est qu'il est quand même un peu plus grand. Parce que le baby cup, il est sympa, mais dès que l'enfant grandit un petit peu, il boit au dé à coudre. Donc il y a un moment où, si en plus il est alcoolique comme sa mère, ça devient compliqué quoi. Donc du coup, le format après, il est pas trop mal. Il est pas aussi grand qu'un verre classique. Du coup, il est. Donc voilà, c'est un format qui est intermédiaire, qui est plutôt sympathique. Donc on a toutes ces tasses qui vont permettre de pouvoir effectivement mon tchouk-tchouk. Non, ça va pas du tout. Toutes ces tasses qui vont permettre effectivement de pouvoir aider bébé à laver. On a ensuite les pipettes. Typiquement, les pipettes de Doliprane ou de n'importe quelle pipette, de n'importe quel sirop de médicament sont très efficaces. Moi, je les récupère au cabinet. Et donner du lait à la pipette, ça peut être une bonne solution. Pareil, on le fait avec les bébés animaux, ça marche très bien avec les bébés humains. J'ai dit Doliprane, typiquement, les dernières pipettes de Doliprane, jetez-les. Parce qu'avant, il y avait un trou unique. Un jour, ils sont réveillés en disant on va pourrir la prise de Doliprane de bébé, on va faire 3 trous. Comme ça part dans la bouche en 3 jets. Le mec qui a pondu ça, parce que forcément c'est un mec, vous n'êtes pas. T'es le seul mec, hein, pas Ah non, exprès. non. C'est pas le seul mec. Allez, Vlan, mon pauvre Nicolas. Allez. J'assume ma part de feeling. Mais voilà, du coup, les dernières pipettes de Doliprane, typiquement, ne sont pas des bonnes pipettes. Mais toutes les petites seringues. Bah, où ma seringue ? Alors. Toutes les petites seringues comme ça, qui servent en général pour les nutritions parentérales, donc celles-ci avec des embouts plus grands ou plus gros, sont hyper pratiques parce que ça permet justement à l'enfant, on a différentes utilisations. Soit on vient et c'est moi qui fais couler, alors bien sûr qu'on va gérer, pardon. Soit on vient, je vais la refaire. Ah, ça va marcher. Ça marchait moins bien. Ça marche moins bien. Et c'est nous qui faisons couler, en sachant que ça veut dire que là l'enfant n'est pas acteur, donc attention, c'est pas revenir toutes les conditions, enfin la même chose. Mais sinon on peut simplement en fait, alors concrètement elle vient de mon cabinet, je vais le faire. Oh. Ah, je peux plus le faire. Ah voilà. Ah voilà, quand on a pourri ses poumons, on peut plus faire ça. Quand on a des poumons qui fonctionnent, on est capable de tirer sur ça. Et donc du coup, en fait, il suffit de le remplir à la quantité voulue. Et en fait, plutôt que ce soit vous qui appuyez sur le piston, en fait, bébé vient aspirer
et ça vient tirer sur le piston. Bon, quand on a les poumons pourris, ça marche plus, mais il est nul ce test. C'est des bons poumons. Ouais. Je me posais la question récemment. Il existe le même genre de pipette, mais pour laver le nez, c'est un peu la même forme. Ouais. Et je me demandais si finalement cet embout Silicone, ouais. dans le nez là, Ouais. c'est pas peut-être un meilleur mix que ce truc. Alors en fait, moi celle-ci elle est pointue et très très fine. Moi je conseille celles qui sont pour les nutritions par sonde parentérale, donc elles ont comme un pas de vis, donc elles sont plus grosses. Là celle-ci, ouais, c'est qu'elle est pas hyper adaptée, mais je n'ai pas d'autres coudes, c'est pour montrer juste le système de la pipette. Mais l'avantage effectivement c'est qu'elles sont confortables. Je peux aller en chercher Je vais chercher, c'est Ouais. un petit pif. Ouais. Spécial dédicace à la tribu Happy Kids. Hein. Voilà, Rachel. Hein. Elles ont effectivement l'avantage d'être plus confortables en bouche. Elles ont le défaut de ne pas pouvoir aspirer avec. Tu vas pas avoir, vu que tu as une partie comme ça rigide, plus le silicone qui vient dessus, tu n'arriveras pas, en tout cas vraiment difficilement, à venir aspirer dessus. Ça s'enlève facilement aussi. Ouais, La bouche, tu vas facilement l'enlever, je pense. Tu peux l'enlever facilement, quand même, il faut quand même y aller. Tu veux dire que tu aurais peur que le bébé. Enfin, après, moi je trouve de toute façon, il faut vraiment faire une pression pour que le liquide sorte. Donc je pense que tu ne dois pas pouvoir réussir à aspirer. Mais est-ce qu'elle sent. Ouais. Après, si tu as un passage, Oui, tu vas c'est comme aller ça. vers. Je leur mets tout qui est comme ça. Ouais, c'est bien. Donc ça c'est le kit mon petit de la triple Happy Kit. Toc. Du coup, ce dont parle Christelle, c'est ça. C'est cette espèce de petit embout. Cette espèce de petit embout qui en théorie est censé venir se mettre dans la narine de l'enfant et donc ne pas le blesser. Effectivement, c'est beaucoup plus souple, donc on se dit que c'est plus agréable. Et alors Verdi. Ouais. En vrai, avant qu'il arrive à la force de sa bouche à l'enlever, je pense qu'il faut y aller. Mais voilà, le défaut c'est que du coup tu te retrouves avec une longueur ici très très fine et du coup venir aspirer, parce que j'ai testé du coup au cabinet, et venir aspirer tout ça c'est vraiment compliqué. Je pensais pas aspirer, je pensais vraiment juste. Si Hop là. tu m'as Ah, donné comme ce que tu disais comme ça au départ, On le chute comme ça. j'avais l'impression que peut-être c'était mieux que. Pourquoi pas. Après je te dis en théorie celles qu'on utilise elles sont plus, c'est vraiment les seringues de nutrition parentérale, elles ont un embout beaucoup plus gros et comme un pas de vis, donc du coup c'est plus agréable de bouche quand même. Donc voilà, donc en tout cas la pipette c'est une technique. On a ensuite ce qu'on appelle les cuillères réservoirs, que j'ai pas fait non plus, très bien, très bien, qui sont derrière aussi, mais elles sont, c'est ça. En fait c'est ce petit biberon là ici qui vient, et en fait là c'est l'adulte qui va gérer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait avec nos doigts on vient appuyer ici, de part et d'autre de cette petite tétine, ça va faire venir le lait dans la cuillère. Et on se retrouve avec un biberon cuillère, donc là c'est Medela qui le fait, mais Medela le fait, Orchestra le fait, et sûrement d'autres le font. C'est très utilisé dans les cas de fente palatine, mais c'est aussi utilisé dans les cas où les bébés ont simplement une difficulté à venir à extraire le lait. Et donc du coup, il vient ici laper le contenu qu'il y a ici. Donc c'est pas un biberon sur lequel on va venir boire, c'est vraiment un biberon cuillère. On va venir laper à bord du biberon. Ensuite, on a tout ce qui sont systèmes de petites pailles. Donc on a les petites pailles en silicone comme ça, elles ont l'avantage d'être plates. Donc du coup ça veut dire qu'on favorise au maximum la fermeture labiale. On a souvent dans nos cabinets, on a 92 000 formats de taille, de plus ou moins grande grosseur, plus ou moins rond, plus ou moins solide, avec en inox, en bambou, en plastique. Enfin voilà, on a plein de choses pour s'amuser à tester ces compétences-là. Pardon. Mais pas très discipliné. Mais voilà, du coup ces pailles-là, elles sont plates. Elles sont plates. Et du coup, en termes de fermeture labiale, elles sont assez intéressantes. Ça, c'est ma petite assiette. Voilà, qui fait ça, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font. Et là, c'est. Je suis nulle en anglais. Bowl. B-box. J'avais ball B-box surtout. Pas loin. J'avais rajouté un bowl en plus. Donc voilà, ça c'est ça. C'est un petit système de paille. Pareil, c'est une paille qui est plate et qui est assez souple aussi. Ça a l'avantage, je trouve, de se déclipser de ça et de se mettre sur à peu près n'importe quel autre système. Donc ça veut dire qu'avec juste ça, on le met sur n'importe quel autre verre. C'est assez pratique parce que du coup, on embarque ça dans le sac de maman, dans le sac à langer et on sait que bébé va pouvoir boire à peu près n'importe.
Donc c'est plutôt assez intéressant. Et boire à la paille, c'est quelque chose qui est facile. Un enfant à partir de 6 mois sait déjà boire à la paille. Encore une fois, s'il n'y a pas de difficulté, tout ce qu'on veut. Mais boire à la paille, c'est quelque chose qui est assez facile. Du coup, pour boire à la paille, on a différentes choses. Donc on a Béaba, qui fait ce genre de petite gourde. Elle est plate, elle est hyper souple, encore plus que celle de Bebox. On dirait un truc de... Et que celle de ma petite assiette, donc elle est encore plus souple. Et elle a l'avantage, celle-ci, d'avoir une valve anti-reflux. Donc ce qui veut dire que on a beau faire ça, ça ne coule pas. C'est intéressant. Mais voilà, on a l'avantage d'avoir les deux anses, mais comme je disais, il est lourd. Parce que c'est isotherme, donc il est chouette, mais du coup il est vraiment lourd. Pour le coup, à porter, il est vraiment lourd. Mais les anses sont plutôt confortables, la place pour les mains n'est pas complètement bien réfléchie. Comment ? Elle est plutôt adaptée. Voilà, plutôt adaptée, bien réfléchie, ça marche aussi. Donc voilà, celle-ci est assez intéressante pour ça. Et après, on a ces deux-là, celle-ci avec une paille encore plus petite, mais pour le coup plus ronde. Donc on ne cherche pas la même fermeture label. Là, on est sur un haut. Là-bas, on est plutôt sur un truc assez plat. Donc ça dépend ce qu'on va chercher comme compétence, et ça va dépendre effectivement des compétences de l'enfant. Et là, on a celle-ci avec l'avantage d'avoir une paille lestée, ce qui fait que s'il boit comme ça, tout va bien. Si par fantaisie, surtout va boire comme ça, comme la paille est lestée, il se retrouvera toujours à pouvoir boire le liquide. Parce que souvent, comme ils ont mal appris, parce qu'on leur a donné des tasses avec, et que c'est pourri, et du coup ils se retrouvent coincés avec, ils boivent comme ça et il n'y a plus d'eau, ça les énerve. Là au moins, avec le système de paille lestée, ça continue à suivre le schéma. Donc on a les pailles, après on a les tasses, là. On a les tasses 360. Hop là. Pareil, un bébé qui n'arrive pas à boire au biberon, il peut avoir ça. Alors ça, je suis très partagée. Parce que, encore une fois, donner ça, c'est apprendre à un bébé qu'on boit en pinçant les lèvres. On ne boit pas en pinçant les lèvres. Par contre, encore une fois, dans une question de transition, ça peut être intéressant. Il ne faut pas être extrême et il ne faut pas aller jusqu'au bout des choses absolument et être radical dans tout ce qu'on veut faire. Tout n'est pas à diaboliser, il faut voir pourquoi on le fait, combien de temps on le fait, qu'est-ce qu'on cherche en le faisant. Donc, ça peut être une alternative. Vaut mieux un bébé qui boit en pinçant qu'un bébé qui ne boit pas du tout. Par contre, clairement, on sait qu'on n'est pas sur le bon schéma. Effectivement, les parents en sont ravis parce que du coup, on fait ça, ça coule pas. Hein. Les gamins sont contents, mais du coup, on apprend à boire en pinçant. Donc, c'est pas le bon schéma qu'on est censé apprendre. Encore une fois, comme je disais au début, l'idée c'est d'avoir le schéma le plus proche de ce qu'on aura quand on sera adulte. Pardon. Bon, après on a celle-là, mais du coup je l'ai découverte ce soir et je l'ai découvert que je la voulais pas. On a ce système-là qui est rigide, donc vraiment pas très plastique intéressant. Comment ? Plastique dur. Ouais, plastique dur, plastique rigide, donc pas hyper confortable, hyper large dans la bouche. Donc voilà, pas très intéressant. Et surtout, malgré ma force d'adulte, oui j'ai un peu de force, je peux le fermer comme ça si je veux le clipper pour de vrai. Voilà, il faut quand même que j'y aille. Et pareil pour le sortir. Et ah ouais, je l'ai pas déclipsé cette fois-ci. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, quand je l'ai essayé, en fait, en le sortant, je le déclipsais. Ah bah pourquoi j'arrive pas à le déclipser ? Ça se déboîtait, ouais. Voilà. Il se déboîtait systématiquement, ce qui veut dire que concrètement, je suis en train d'ouvrir mon biberon, enfin d'enlever la tétine, et je l'ai déboîté, ce qui fait que c'est beaucoup moins intéressant. Pas top. Ouais. Voilà, s'il faut s'amuser à forcer à chaque fois. Ah, si, à chaque fois, c'est quand même pas très très intéressant. Donc, vous voulez le découvrir. Tu pourras leur dire que. Refiler. Ça va pas passer le crash test. Ouais. Donc voilà, en termes de paille de biberon et autres, bon, il existe plein de modèles, hein, mais voilà, je vous ai fait les grandes caractéristiques. Hop. Ensuite, une fois qu'on a passé à l'alimentation lactée, on passe à l'alimentation solide. Donc on a 3 types d'alimentation. Donc là je vous ai mis le livre pareil de Marie Ruffier parce qu'on l'aime bien et qu'on a envie de dire qu'on est contente qu'elle ait fait tout ça pour développer l'alimentation. Donc on a la diversification classique, ce qu'on connaît tous par cœur, qui est je propose à mon enfant des aliments et c'est moi qui lui donne à manger avec la cuillère. On a la DME, donc diversification menée par l'enfant, où on va poser devant lui tout son repas.
et des morceaux assez gros qu'il va venir attraper avec sa petite mimine, qui va décider tout seul quand il va manger dans sa bouche, quand il va mettre dans la bouche, pardon, et qui va manger. Et on a la mixte. Bon, on fait un peu tout, un peu donner un peu tout, c'est-à-dire qu'à la fois on peut donner des morceaux, à la fois on va lui donner à la cuillère. Encore une fois, c'est pas parce qu'on décide de faire de la DME à un enfant qu'on ne peut pas l'aider un jour, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, parce qu'il n'en peut plus, on va dire ah non, t'es en DME, tu te débrouilles. On n'est pas extrémiste. Et c'est pas parce qu'on fait de la classique qu'on peut pas décider que bah, tiens aujourd'hui il y a un petit morceau de pomme de terre qui est là et que je vais pas le mixer, bah tiens je te donne et vois ce que tu veux faire avec. Donc on a ce qu'on appelle la diversification mixte. Du coup, je sais pas, tu le vois ou pas du tout lui? Ouais, alors j'ai un oui et un bof bof. Oui, à peu près. Et vous avez les boulettes. Du coup, en fait, ici, c'est Blédina qui le fait, mais c'est pour vous montrer en fait les différents types de textures. Au départ, on est sur une semoule qui est très très fine. Vers 6 mois, on est sur des petites perles. On est entre le couscous et les petites perles de blé. Là, on est sur les petites pâtes. Alors là, ils appellent les pâtes Anneli. C'est les alphabets. Hein. Les alphabets, les étoiles, les trucs comme ça. Ensuite, on a à 8 mois, on a les coquillettes. Et on passe ensuite aux farfales qui sont plutôt vers 10 mois. Les peinés vers 12. Et alors là, ils ont mis toutes les pâtes bien cuites après 12 mois. Mais voilà, en gros, c'est pour vous dire qu'il y a une graduation dans les textures qu'on va donner à l'enfant. D'abord une chose de très lisse, et petit à petit on va pouvoir lui permettre d'avoir des choses de moins en moins lisses, de plus en plus granuleux, croustillants, etc. Jusqu'à avoir la fameuse côte de bœuf. Pour pouvoir faire cette découverte de l'alimentation, on va d'abord utiliser des objets non alimentaires. Donc on a effectivement, ça c'est Oli et Carole qui fait ça. Et ça, on va voir, c'est Nubi. Ah oui, pardon. Les fantômes sont pas mignons. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir proposer à bébé des objets à mâchouiller. Et on a les traditionnels hochets qu'on connaît tous par cœur, le cactus, la girafe et compagnie, tout ça. C'est intéressant, c'est chouette, mais c'est intéressant aussi de pouvoir mettre au contact de bébé des objets non alimentaires, mais à destination qui représentent un aliment. Ça permet du coup à l'enfant de pouvoir se dire ok, j'accepte de mettre une banane dans ma bouche. C'est un hocher, je viens trifouiller, mais ça reste une banane, donc c'est quelque chose qui ressemble à un aliment. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir ça. Donc là, je vous ai mis les Oli et Carole qu'on aime plus ou moins bien, en fonction de ce qu'on veut faire avec. Du coup, la découverte alimentaire, donc elle commence à 4 mois révolue. Encore une fois, je ne l'ai pas réécrit, mais c'est toujours révolu. Et on peut commencer dès 4 à 6 mois l'introduction des allergènes. Avant, on avait, en fonction de l'âge que vous avez, ou de vos enfants, on avait des tableaux où à tel âge on introduisait tel élément, tel aliment, et ainsi de suite. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on peut tout mettre dès le début, sans aucune particularité, sauf, on a mis la lune de miel. Mais la lune de miel, elle n'est pas dans les rapports de la lune de miel du bébé. Ça marche pas. Donc le miel, c'est pas avant 1 an. Vraiment. C'est le seul qui reste absolument proscrit avant 1 an. Après, il y a des aliments où on va faire attention. C'est-à-dire que l'œuf, on va pas donner un œuf cru tout de suite. Mais on peut donner l'œuf. On va effectivement le faire en fonction des compétences aussi de l'enfant, mais on peut de son difficulté. Du coup, voilà. Entre 9 et 12 mois, on peut faire des propositions de morceaux. Donc on introduit les allergènes de suite. Ensuite, on introduit les morceaux en fonction, pareil, des compétences de l'enfant et autres. C'est quoi dans le miel qui peut Très dangereux. qui est dangereux pour l'enfant? C'est le miel. Oui. Pourquoi? C'est le miel. En fait, il y a des bactéries dans le miel qui D'accord. peuvent justement provoquer chez l'enfant du botulisme. Ok, voilà. C'est le miel, là. C'est Voilà. intéressant de savoir. La réponse de notre nutritionniste ou diététicienne, Oui, les deux. Voilà. Bah, Bah, comme ça. notre nutritionniste et diététicienne qui est dans la salle, c'est que dans le miel, il y a des bactéries qui peuvent produire le Oui, qui peuvent justement provoquer le qui peuvent botulisme. provoquer le botulisme. Donc du coup, ma réponse de c'est le miel n'était pas très très adaptée parce que je savais plus ce que c'était, mais effectivement, c'est parce que ça peut du coup provoquer du botulisme. Ouais. Mais c'est le seul. Comment? C'est un risque infectieux en fait. Voilà, donc c'est le seul où effectivement on fait attention à pas le donner avant 12 mois. Oui, il y a certains fromages aussi. Oui, Il y a certains fromages que tu peux pas donner avant 12 mois pour les mêmes raisons. Ouais, tout ce qui va être cru, mais voilà. Du coup, par rapport à avant, où on disait pas la fraise avant, pas les fruits à coque avant, il y avait des choses beaucoup plus strictes. On s'est rendu compte que plus tôt on introduisait les allergènes, moins on prenait de risques qu'ils développent des allergies. Et à quelques, très rares, on a fait ça. Du coup, le choix du matériel. Donc, c'est là qu'on a les cuillères, les couverts, les verres et les pics. Donc, en termes de petits pics,
tout mignon. Ça, c'est une petite pomme. On ne la vole pas. Voilà. On se fait voler du matériel régulièrement quand on fait des présentations ou des formations. Mais on ne la vole pas. Il n'y en a qu'une, donc si elle disparaît, je saurai que c'est vous. Donc voilà, l'idée, c'est des petits pics comme ça. Il en existe plein de formes différentes. On peut en trouver dans des boutiques spécialisées ou sur notre cher ami internet. L'intérêt de ces petits pics, c'est que ça peut être sympa pour l'enfant de venir découvrir. On pique plein de petits, on met plein de petits pics dans son assiette sur les petits morceaux et donc du coup il vient chercher et joue. C'est assez ludique, ça rend le repas assez ludique. Donc on en a plein de variétés différentes. En termes de verres, je vous ai présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a celui-ci que je n'ai pas présenté, qui a l'avantage d'avoir la découpe nasale. Et alors les anses, pour le coup, je le trouve vraiment pas hyper adapté. Il manque de largeur. C'est court. C'est ça. Alors après, bien sûr que les bébés ont des doigts moins gros que les autres, mais malgré tout, il y a un moment où on est un peu comme ça, quoi. Donc je sais pas, c'est pas très bien fait, mais il a l'intérêt d'avoir cette phase avec ce qu'on appelle plus ou moins une découpe nasale, qui est voilà, pour le coup assez intéressante. Du coup, en termes de couvert, et ça c'est le couvert et de cuillère, c'est là que c'est très intéressant. On a souvent notre ami Béa, qu'on voit dans les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'on les voit effectivement dans les magasins de puriculture spécialisés, dans les boutiques de matériel spécialisé, mais on les voit aussi beaucoup dans les grandes surfaces. Donc les gens les achètent. Parce qu'on se dit, oh c'est du silicone, c'est facile, c'est souple, c'est machin. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs souples dans la bouche d'un bébé. Il y a aucun besoin, on pourrait lui mettre une cuillère en inox, en vrai ça ne poserait pas de problème. Tant que elle est adaptée en termes de largeur, en termes de profondeur. Et là, à part pour la catapulte, On charge bien. elle n'est pas très adaptée. Elle est large. trop large. Non, du coup, on peut bien se rendre compte que si... Ça va là ? Si on prend ça et ça, on va avoir une légère différence de format. Hop, hop, hop. Voilà, on a une légère différence. Et si on prend mon petit bout de chou, on se doute bien que si je lui colle... Si je lui colle ça dans la bouche, et ben il va avoir un petit peu... il va faire... C'est pas très agréable si tout le repas il fait ça et qu'il se décroche les ménisques. Comment ? La quantité qu'on met aussi C'est ça. dedans, on a tendance à plus charger. C'est ça. Dans la bouche, Donc faut la gérer. ça va plus vite. Donc on charge. Mais non, pas une manie. Donc ça vraiment, faites attention à la largeur des couverts que vous mettez dans la bouche de vos bébés. Parce que ça, du coup en gros, celles-ci, elles sont vendues par 3. 7,50 €. 9,99. Oui, non, ça a augmenté un peu. C'est l'inflation, ça. Ah c'est l'inflation. Bah, à l'époque c'était 7,50 € les 3. C'était à l'époque de son grâce. C'est passé des jours en gros. Donc du coup, en gros, celle-ci, c'est pour commencer la diversification. Donc en gros, vers entre 4 et 6 mois d'âge révolu. Et là, on est plutôt sur 4, 6, 9. Et là, on est plutôt sur du 9, 12 quoi. Donc du coup, on se doute bien qu'on a une légère différence avec cette petite bête. Et là, effectivement, ça... Hop, pardon. Ça rentre très bien. Hop, dans la bouche. Bouge pas, non. De bébé. Il n'y a que cette marque qui fait ça. Moi que je connais que ça. Ouais, non, Ce ça sont va, les pour l'instant, Tum-Tum. on n'a pas encore Pardon. trouvé Il y a d'équivalent. les Spoonie. J'arrive après. J'arrive après. Donc voilà, les Tum-Tum, elles ont l'avantage d'avoir ce double embout qui est quand même vraiment très confortable. Ensuite, on a effectivement les Spoonie. Les Spoonie, elles sont quand même... Ça, il existe 2 Spoonie, les Spoonie 4 mois et les Spoonie 8 mois. Ça, ce sont les 4 mois que j'ai ici, j'ai pas les 8 mois. Mais voilà, elles ont... Pardon, peut-être un peu trop près. Hop. Elles sont quand même extra plates. Un peu larges, mais pas non plus trop. Donc voilà, et pareil, du coup, là, on voit bien que dans la bouche du bébé, ça rentre quand même assez facilement. Donc voilà, après, on a celles-ci qui sont les pré... Comment on appelle ça, les... Pré-cuillère. Pré-cuillères, c'est ça. Ouais. Les pré-cuillères, il y a celle-ci. Bon, pareillement, chez... Elles Comment ? sont profondes. Bah au ouais, elles niveau sont de un la- peu profondes. ouais. Alors elles sont pas très larges, mais elles sont quand même un peu profondes. On s'en charge un peu. mais Ouais. C'est ça. Ils ont tenté. Ça s'est un peu Ils veulent avancé, toujours mettre trop, mais... Toujours C'est trop. BABA ça? Ouais, c'est une nouvelle, toujours, c'est une nouvelle BABA. On s'améliore. C'est mais peut-être pour les pas bébés encore américains, hein, je sais pas. C'est peut-être ça. J'avais pas cette notion-là. parfait. Eh oui, voilà. Ouais, bon, charger un ça s'est amélioré, mais il en manque encore un petit peu. On Voilà. a les Leewood. Non, Ouais. Hollywood. Ouais, Leewood. Hollywood. Voilà, ce sont celles-ci. C'est déjà. Donc c'est déjà un peu mieux. C'est un petit peu large Mm. à ce niveau-là, mais on est quand même assez plat.
c'est un petit peu large à ce niveau-là, mais on est quand même assez plat. Et donc là, malgré tout, voilà, on arrive quand même encore. Et là, c'est un bébé qui a un mois. Hein. Donc à un mois, on ne le nourrit pas encore complètement à la cuillère en théorie. Donc voilà, donc du coup, mais ça rentre quand même dans sa bouche. Donc ça veut dire que c'est quand même plutôt à peu près approprié. On a ensuite, en termes de cuillères, on a celles-ci qui sont les pré-couverts cette fois-ci. Là, on a les pré-cuillères, on a les pré-couverts. C'est Béaba aussi qui fait ça. Et ben elles sont plutôt pas mal. Ouais. J'avoue que elles ont les petites encoches ici pour attraper, donc c'est assez facile de préhension. Et elles sont justement pas très larges et assez plates. Donc du coup, vous voyez, celles-ci, elles sont pas très larges et assez plates. Et là, pour le coup, dans la bouche du bébé, c'est assez facile. Et elles sont toutes petites, donc c'est-à-dire qu'en termes de préhension dans la main, donc voilà, donc du coup en termes de préhension pour la petite main de bébé, elle est plutôt adaptée. Et c'est un duo cuillère-fourchette. Et pour le coup la cuillère est pas trop mal, la fourchette est pas trop mal pour une fois, c'est-à-dire qu'elle a des pics qui piquent. Et la largeur elle est pas non plus complètement affolante. Souvent on se retrouve justement notamment dans les magasins de grande surface avec des cuillères, mais on a l'impression qu'on va pouvoir attraper un éléphant avec tellement elle est grosse quoi. Donc là pour une fois, Béaba chapeau. Ouais. Comme ça vous pouvez le faire. Je suis bien pourrie. À la base j'ai voulu faire un partenariat avec Béaba. Je suis pas sûre que je vais y arriver après ce soir. Donc voilà, donc du coup en termes de largeur, celles-ci elles sont vraiment pas mal. Donc là ils sont tout nouveaux, ils ont pas longtemps, ils ont quelques semaines. Hein. Ouais, il y a 2 mois, même pas un Ouais, mois, c'est je crois que très j'ai frais. regardé Ah, ça. Ouais. Donc voilà, franchement j'avoue, super belle surprise et très contente de ça. Voilà, typiquement, là, eux, on sait pas trop ce qu'ils ont fait, quoi. C'est des doodles, on sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, je sais pas si... C'est hyper large. Et même pour toi, en tant qu'adulte, en fait, tu te dis, mais je vais me décrocher C'est pas. large. La prise en main est sympa, mais... C'est plus gros qu'une grosse cuillère à café. Voilà. Donc on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et ensuite, on a, après vous avoir montré les tum-tum à double embout, comme ça, on a les num-num. C'est un peu lourd avant. Les num-num, pareil, elles sont vendues par deux. Hop, voilà. Donc elles sont vendues par deux. On a la première qui est évidée. L'avantage c'est que du coup, pareil, petite mimine, c'est hyper adapté au format de la main de bébé. On vient patouiller, il vient toucher. Étant donné qu'il y a quand même un gros trou au milieu, on suppose que la quantité qui va arriver dans sa bouche va être assez infime. Donc pour découvrir, c'est très très chouette. On peut aussi les mettre en mode hoché dans le tas du bébé. C'est vraiment très chouette. Donc une fois qu'il a découvert, qu'il est content, et bah du coup on va passer sur l'autre qui est pleine et qui du coup va permettre d'avoir un peu plus de texture dessus. Elles ont des petits picots donc ça va un peu plus adhérer. Donc voilà, ce sont les deux premières pré-cuillères. C'est ça, hein, pré-cuillères de chez Num Num et elles sont vraiment chouettes. Ça fait partie des petits indispensables quand on fait une liste de naissance. Ils sont bien. De quoi? Non, c'est bien. Nana Manners, ils ont fait deux gammes, les classiques et les juniors. Non, les mini et les juniors. Ouais, le bébé et les bébés. Il est plus grand. Mais j'avais junior, c'était petit, je sais plus si c'était mini ou enfin. Les mini sont vraiment chouettes. Parce que pareil, la cuillère, bon, elle est un petit peu large, mais ça passe quand même. Elle est pas trop profonde. La cuillère, sinon, la fourchette est plutôt sympa. Ils ont fait la même chose en version junior. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont complètement plantés. Le manche, vraiment, ils ont fait une erreur. Je sais pas ce que c'est, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Du coup, ça ne marche pas du tout. On l'a testé, mais même nous adultes, on était là, mais on se retrouvait comme des idiots à tourner en mode, mais il y a un moment où on est bien, et en fait, jamais. Il y a un problème, là, celle-là, elle a 4 encoches, l'autre, on en a que 3. Et donc, une fois qu'on a piqué, c'est bien, mais si on veut pouvoir mettre la bouche à plat, ça marche pas. On n'a pas les deux dans le bon sens. Donc voilà. Mais sinon, ceux-là, ils sont sympas en termes de préhension. On a les... Pareil, ils ont légèrement copié, ils ont tenté de copier légèrement les Num Num. C'est Pré-Maman qui fait ça. Donc voilà, là c'est en double embout. Et il y a la version cuillère. Alors pour le coup, la version cuillère va chercher l'aliment qui est au fond aussi. Pardon. Donc là, ils ont fauté sur cette partie-là. Mais on a deux parties texturées assez intéressantes et on se retrouve avec la même chose que ce qu'on avait sur la Tum Tum. Donc, pardon. Ouais, elles sont assez chouettes. Et on a les Bébé Reva. Baby Reva. Ouais. Les Baby Reva qui en théorie sont au nombre de 3. C'était avant qu'on passe sur le maillot.
Et donc la troisième, c'est la même chose que ça. C'est ça. La troisième, voilà, c'est le même style que ce style-là. Et on a la cuillère et on a la petite fourchette comme ça, enfin la petite cuillère avec les petits picots. Donc voilà, elles sont assez intéressantes. Pareil en termes de préhension pour les mains. Elles sont assez adaptées. Et enfin, on a le couteau Kili Cutter qui est vraiment le couteau magique. C'est le couteau magique où même des gens un petit peu pas tout à fait sains d'esprit sont capables de prendre l'avion avec. Et Ils ne citeront pas de nom. Ils ne citeront pas de nom. Et après moult démonstrations de non-violence de ce Avec des couteau, douanettes. il a accepté les douanes de Marseille. On dit oui. Je sais plus, ont accepté que ce couteau rentre dans la cabine. Ah oui. Parce que du coup, il y a démonstrations multiples et variées que vraiment ça ne coupe pas la peau. Et pourtant, il coupe vraiment très bien les aliments. Bon, vous déconseille quand même de l'emmener avec vous. Non, hein. en vrai, faites pas ça parce que Ça marche pas à tous les coups. il faut tomber sur un bon douanier ou une bonne douanette. Réfléchis. En dehors de ça, ça ne marche pas. Ah non, un douanier, pas une douanette. Non, une douanette, ça marche Mais pas. voilà, en termes de et en termes de couverts, les derniers, je les ai découverts il y a pas très longtemps. C'est Done by Deer qui fait ça. Et ils sont vraiment cool. La cuillère, franchement, est pas trop large. Un petit peu creuse, mais pas trop large. La fourchette pique pour de vrai. Parce qu'alors, leur fourchette où on a l'espèce de bout de bois au bout, on se demande comment on peut piquer un truc. Et le couteau, il est vraiment extra. Parce qu'il coupe, mais pas trop. Pardon. Non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi comme bêtise? D'accord. Et il est très bien pour tartiner et autres, pour pousser. Donc franchement, il est chouette. Et les petites bestioles au bout, en tant qu'adulte, elles sont désagréables. Parce que du coup, on sait pas où mettre notre main. Parce que du coup, on a envie de la mettre là, mais du coup, on se retrouve un peu coincé. Mais en fait, pour la main du bébé, ça donne une butée. Donc en fait, c'est assez chouette pour les petites mimi. C'est des petits. Done by Deer. Tu notes? Note. Donc voilà, et elles sont vraiment elles sont jolies, les couleurs sont sympas, et voilà, il y a un éléphant, un hippo et un rhino, et Voilà. donc voilà, donc ceux-là sont intéressants. Ce qui est intéressant dans ta proposition, c'est que souvent, tu as soit la cuillère et la fourchette, tu n'as jamais le couteau. C'est ça. Et ça, c'est hyper chiant. Ben oui, c'est pour ça que ceux-là sont vraiment intéressants, parce que tu te retrouves avec un couteau, tu peux apprendre du coup à l'enfant à pousser, tu peux l'apprendre à l'enfant à couper, et c'est souvent, on n'a pas l'intermédiaire justement, ou très peu l'intermédiaire de ce couteau adapté à la taille, au poil par rapport à l'enfant, et donc souvent il pousse avec ses doigts, parce qu'il n'a pas de choix, il n'a pas autre chose en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quelque chose dans la vie. C'est-à-dire que quand tu es droitier, Non, pas naturellement. non. Mais pourquoi c'est ça? Je sais pas. La question c'est quand on est droitier, pourquoi on coupe avec pourquoi on change de main et tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne fait pas, certains Pas change de- Moi non plus, je change pas. Moi, je change change. avec la main. Mais toi, t'es gaucher, toi. Ça va. Mais voilà, il y a des gens qui coupent avec une main et qui changent. Moi typiquement je coupe d'une main et je change pour manger. En fait je coupe avec ma main droite et je pique avec ma main droite, mais tout le monde ne change pas. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je peux pas t'expliquer madame. Mais si on avait eu ça peut-être du début, De quoi? finalement, si on avait eu les deux couverts, plus tôt, Peut-être. ça y allait mieux. Peut-être, je sais pas, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Marie, comment un petit couvert pour voir? Les gravises. Les gravises, ouais. Les gravises. Ils sont mignons. Particulier. Ils sont mignons. C'est quoi ça? Trouver des adjectifs. C'est grabises. Ah, c'est pas des tétines. Non, en termes de préhension, c'est extra. Vraiment, pour les tout Moi, je petits. suis un peu court. En termes de largeur de bouche, il faut y aller. Alors c'est assez plat en soi, mais il y a la collerette qui fait que c'est bien, parce que ça va pas l'enfoncer trop loin, donc ça c'est une bonne chose. Mais alors, je sais pas ce qu'ils... Il faut rééquilibrer un petit peu. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Et pour le coup, la pochette, là, c'est on se retrouve avec des pieux, quoi, donc avant que tu piques une pâte avec ça... Puis tu vois pas. Alors le petit pois... Il a dégagé. Donc c'était peut-être un oubli, voilà. C'était peut-être. Et après, une fois qu'on a les couverts, et on a les assiettes. Donc on a des assiettes compartimentées, je sais pas la marque, Mini. Je crois. Jamais je l'ai pas. C'est mini. Donc voilà, donc du coup c'est des petites assiettes qui sont comme ça, qui sont compartimentées. On n'est pas obligé de compartimenter à tout prix. Certains enfants vont préférer que ce soit compartimenté. Ça peut être joli, ça peut être... Voilà, il n'y a pas une obligation à le faire. Pour les enfants qui ont besoin de le faire, elles sont sympathiques. Il y en a avec des plateaux intégrés, il y en a avec différentes choses. Donc on a celle-ci de B.A.B.A. Ouais, de B.A.B.A. qui a l'avantage effectivement d'avoir ici la ventouse. Donc ça bouge pas trop, c'est plutôt chouette.
Et on a, pareil, ce verre-là, C'est très bon. beaucoup trop souple. Ouais, c'est très bon. Donc BABA à tenter, mais encore une fois, on peut rater la marche. Mais et après on a l'assiette, et ça c'est un pack de démarrage, comment on appelle 7 ça repas silicone. 7 repas silicone, voilà. Et voilà, donc du coup dedans on a 7 cuillères, Ouais. ce verre, ce petit bol, cette assiette, pareil, Ouais, c'est bon, ventousé, c'est assez pratique, les gamins souvent apprécient ça. Après, moi je suis mitigée sur l'aspect ventouse. Dans mon cabinet je suis contente. Ça évite Ça qu'ils en évite le mettent partout. ménage. Comment? Ça évite le ménage. Voilà, ça évite le ménage, c'est très bien. Donc quand on a un cabinet avec un parquet en bois, on est content d'avoir ça. Pour autant, je pense que c'est pas forcément la bonne chose à apprendre à un enfant, parce que du coup, ça veut dire qu'on lui apprend qu'il peut faire ce qu'il veut et l'assiette, ça ne se renverse pas. Dans la vraie vie, s'il fait ça avec une assiette, ça va se finir par terre. Donc c'est encore une fois à réfléchir. On peut se dire que dans le premier temps, pourquoi pas, et en même temps, si on lui a toujours appris qu'on ne jette pas l'assiette par terre, en fait, il n'y a pas de raison qu'il le fasse. En termes de couvert, je pense que c'est tout ce que j'avais à présenter. Je crois que j'ai tout dit, me semble-t-il. Si, je sais pas si j'ose. Ah oui, la bento. Ouais. C'est le design est intéressant. C'est une petite tasse. On peut venir y mettre des fruits dedans, des céréales, tout ce qu'on veut dedans. Une petite tasse pour la tenir. Et en fait, l'idée c'est que l'enfant vient mettre sa main dedans pour attraper le petit fruit. Ça peut être une fois qu'il a mis la main dedans et qu'il oh tiens. C'est franchement c'est voilà. Une fois qu'on a mis le fruit dedans, le problème c'est qu'en fait au moment où il va enlever son fruit qui est dedans, en fait il va repartir avec le couvert. Donc finalement, il y avait de l'idée encore une fois, mais vous êtes pas loin. Je vais me faire... Pourtant ils testent les produits. Ouais, c'est ça. Mais il y a de l'innovation, ils ont envie, on voit qu'ils ont envie, mais voilà. Le concept est intéressant, ça évite d'avoir à tomber. C'était B-Box qui faisait ça aussi, avec le petit bol 3 en 1, où on a effectivement cet acier, donc on met les petits fruits dedans et on vient mettre ça. Mais là l'avantage c'est que quand même, une fois qu'on l'a clippé, donc il faut le clipper avec un peu plus de force, mais une fois qu'on l'a clippé, là je peux y aller comme une brute. Avec ma délicatesse naturelle d'éléphant, ça va pas bouger. Donc voilà, l'intérêt est quand même plus adapté ici. Et ensuite on a la partie, une fois qu'on a découpé, où on peut venir l'embarquer et le fermer. Voilà, pour le coup celui-là est plus intéressant que le petit de BABA. Ils ont tenté mais ils ont raté. On peut faire découvrir l'alimentation aussi avec ces petits sets de table qui sont chouettes. Je sais pas si vous les connaissez. Le tour d'essence, le tour d'essence. Voilà, et en fait on vient mettre plusieurs aliments et en fait on vient travailler sur la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Et en fait du coup c'est tout un petit parcours. L'idée en fait c'est que si vous mettez devant un enfant d'un an qui n'aime pas les faire pas bon. Et en fait si on se contente de dire beurre pas bon, du coup on a fermé la présentation. T'aimes? Non. Bon c'est fini, suivant. Alors que tiens regarde cet aliment, de quelle couleur il est rouge, il est vert, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il pique, est-ce qu'il coule, voilà. Donc il y a tout un parcours et c'est assez intéressant de pouvoir faire découvrir un aliment avec un enfant. Et il y a 2 ou 3 modèles différents. Pour l'instant, on a vu 2. On a vu 2, mais je crois qu'il y en a un troisième. Et qui fait les vendre? Ma petite assiette. La Marie-Ruquier qui les a fait? Non. C'est pas Marie-Ruquier qui les a fait. Mais voilà, du coup c'est assez intéressant. Quand vous l'achetez, vous avez un mode d'emploi avec qui est fourni. Voilà, je le trouve assez intéressant. Du coup, en termes de couvert, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vais te donner le travail de t'habiller. Ah non, pas encore. La mastication. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'effectivement, il fallait, ça dépendait des compétences oromo-fonctionnelles de bébé. Et donc, on a 4 stades. Le serpent, c'est quand la langue, elle vient en gros faire ça. Donc, au départ, quand on les nourrit, on a l'impression qu'ils repoussent tout. En ça, c'est juste que c'est leur seul moyen qu'ils ont de pouvoir venir attraper l'alimentation. Et en fait, ils utilisent ça parce que c'est comme ça qu'ils viennent téter avec la langue. Ensuite, on a le lézard. Le lézard, c'est quand ça vient coller la langue au palais. Et donc du coup, il vient écraser l'aliment qui est dans la bouche en collant sa langue au palais. Ensuite, on a le crocodile, où on vient utiliser la morsure. À pas besoin d'avoir des dents,
pour pouvoir manger et mâcher et écraser. Les gencives, ça marche toujours aussi bien. Et après, on a la vache. Bon, c'est caricaturé. Mais voilà, c'est cette mastication hélicoïdale qui va permettre effectivement de faire monter les aliments à droite, à gauche, en haut de la bouche, en bas de la bouche, de les insaliver et autres. Ces étapes-là, c'est Marie Ruffier, pareil comme toujours, hein, qui a fait cette illustration-là. Elle est vraiment assez facile à comprendre, elle permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir en tête que, ben oui, s'il est en train de faire ça, c'est qu'il en est à cet âge-là fonctionnel. Donc elle est très bien faite. Je vais poser la question si vous n'avez pas un break question maintenant. Ah. Ah ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Vas-y. Hein. Vas-y, n'hésite pas. On parlait des tétines, des biberons et des vitesses. Oui. Et En direct là, live. j'ai passé mon fils à la vitesse 3 parce qu'il va avoir 7 mois et qu'il a écrit à partir de 6 mois. Mais donc, c'est tout avec, quoi. Donc je suis repassée à la vitesse 2. C'est bien. T'as tout réussi. Mais des fois, la vitesse 2, si tu mets les céréales un peu dans le biberon ou quoi, ça coince. Des Et pourtant, la bivariums. vitesse 3, c'est pas rapide. Ben là, t'es justement, dans tu fais ce que tu peux. Oui, mais des fois, je bloque la 3, je me dis, non, on va faire un peu la 2. En fait, ça va dépendre, c'est-à-dire que selon comment il est, tu vas te retrouver à plutôt te dire au début du repas, justement, je vais le mettre en vitesse 2 parce qu'il a les capacités d'aller venir tirer. Il a la force et encore la disponibilité pour le faire. Donc tu vas aller les chercher à tirer, et puis quand tu vois qu'il fatigue, tu dis bon, bah, ok, c'est bon, tu passes en vitesse 3. Mais tu sais, c'est la vitesse 3, même si je lui mets du début, il va me pousser le biberon, enfin ça coule de tous les côtés. C'est les mêmes que tu as? Non. C'est Parce que les mêmes, il y a une grosse différence entre Ouais. les deux. Je trouve Ouais. ça dépend des marques. C'est Mais les des marques, marques des fois, différentes. le cap, il est. Mais en fait, il faut que tu trouves la bonne tétine, c'est qu'il faut changer le modèle. Il y a des Ouais, débits je reste- différents. Il y a Je reste le pour la numéro 2 2, pour le moment. Soit tu restes en 2 et si ça passe tant mieux, soit si ça passe pas en 2 et pas non plus en 3, il faut que tu changes le modèle de ta tétine pour trouver un modèle qui va correspondre plus aux compétences de ton bébé. D'autres questions? On dirait que live ou là-bas? Non, en ligne, pour l'instant, ils sont contents. C'est complet. Ma fille veut absolument boire au verre, ce qui est absolument génial, sauf que elle... Bah, en fait, l'avantage de la baby cup, c'est qu'il Ouais. est tellement petit que même si elle se douche, elle va pas à se doucher beaucoup. Donc en fait, tu Ouais. mets moins d'eau, Ah, moi je n'en mets pas beaucoup de toute façon, mais mais remarque c'est peut-être pas une bonne chose parce que pas beaucoup dans un verre un peu plus grand, elle doit beaucoup Ah oui. coucher, Ouais. Et la paille, je vais acheter le truc en inox avec la paille là, de B.A.B.A. qui est génial. Parce que je sais pas, elle en a peur. ah mince. C'est la petite question qui est... Tu vois, j'ai dépatouillé le truc en lui faisant faire des bulles avec une paille pour qu'elle voit que ça en fait des bulles, on inspire. Mhm. Alors après, elle a bien voulu 2 minutes, mais je sais pas si c'était trop dur, c'est l'histoire de la paille lestée, enfin tu vois, c'est pas Peut-être essayer une paille dans d'autres contextes aussi. Ça, il y a- Donc, il y a- est-ce que essaye, c'est- hein. est-ce que c'était pour ça? Enfin, je sais pas, très vite. Essaye avec une paille que tu vas couper qui va être très très courte. Et je fais quoi pardon? T'essayes avec une paille très très courte que tu vas couper. Pour voir si Sur Optoys, tu peux acheter des cordons de... Oui, mais dans un verre du coup. Enfin, dans un autre que ça. Oui, en fait, l'idée c'est d'abord voir si elle arrive à boire à la paille. Décortique en fait. Ouais, Voir si c'est le fait de boire à la paille qui est pas trop là, si c'est le fait de boire à la paille BST, si c'est le fait de. Bon, après, je l'avais décortique. jamais proposé, tu vois. Donc, C'est pour ça, décortique. aussi. Je pense que décortique quelque chose. Autre chose? Là-bas, non, il n'y a pas. Je suis content. Il y a Josiane qui te salue du Canada. C'était il y a à peu près 10 minutes, mais je te transmets l'information. Bonsoir, Josiane. C'est ça. Non, il y a des 6 heures de décalage, donc elle est plutôt en pleine journée. Ça va. Allez, Xavier, on t'écoute. Moi, j'ai pas vu la suite. Hein. Bon, rien, je pense que ça va pas. C'est juste que je laisse présenter ton matériel. Eh ben. Hop, on y va. Donc, les solutions, comme vous le savez, il y en a plusieurs. Bon, les bras, on l'a vu C'est ça. tout à l'heure. Les bras, ça a été présenté tout à l'heure. Et il y a les transats et les chaises. Les transats, il y en a un qui est parfait pour ça, c'est le up and down, surtout les anglophones. Hein. Ouais, c'est up, c'est down. Ce qui est bien, Merci, Xavier. C'était la minute anglais. voilà, ce qui Moi, est c'est bien, pas mon c'est niveau, qu'on- tu vois. Ah, j'adore. c'est qu'on puisse le relever hop, quand il n'est pas trop enrayé. Je vais... Il a du mal à Oui, courir. ça, en fait. Ah, bah il a un peu vécu Il a un au peu cabinet, vécu. il a pris un peu cher. Donc quand on est dans le canapé, sur une petite chaise et tout, on a la possibilité de l'avoir vraiment parfaitement à la hauteur. Parce que ceux qui sont complètement au sol, effectivement, ça va pas être très pratique. On va pas pouvoir avoir la meilleure position de confort et comme c'est un moment agréable qu'on passe avec son enfant,
Autant que tout se passe bien pour tout le monde. Il y a une position, il y a une position d'inclinaison, il y en a 3 au total. Position allongée. Alors ça c'est fin de repas, hein, parce que si on donne le repas comme ça, on va pas être dans les meilleures conditions. Position semi-couchée, semi-assise si on veut, et la position complètement assise. Ce qui est important effectivement, c'est toujours de pouvoir, tu l'avais évoqué tout à l'heure, pouvoir toujours bien ajuster le harnais, mais pas trop. Complètement défait, là. Ah oui, il a bien vécu, oui, il a eu plusieurs expériences. C'est une couleur que je ne connaissais pas, ça. Bon, dis donc. Donc voilà, il faut bien ajuster le harnais, il faut toujours laisser un petit mou. On le fait vite, là, vraiment c'est pour la démo. L'idée c'est qu'il y ait 2 doigts, pas trop non plus, hein. 2 doigts pour que l'enfant puisse avoir toujours son dégagement, son réflexe naturel, l'éjection si on avait un. Si on le plaque trop, comme tu disais, hein, on va refuser, on va empêcher ce réflexe, donc c'est pas du tout l'idée. En cas de problème, on va être embêté. Le up and down, le problème c'est qu'il n'est pas du tout nomade, dans le sens où s'il faut le démonter, ça se démonte, mais c'est pas fait du tout pour le quotidien. Il y a un transat qui est assez génial, alors c'est plutôt la dernière solution, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, on reste quand même dans le transat. Alors ça c'est génial, je sais pas si vous en avez entendu parler. Nous, alors c'est un papa d'ici, d'Aix-en-Provence. Il est connu d'abord pour le lit parapluie Naos qu'il a créé. C'est un lit parapluie qui fait la taille 120 par 60 comme un lit à barreaux, mais qui pèse à peine 3 kg une fois plié et qui a une forme de tube, il est très petit. Et en fait c'est un papa d'Aix-en-Provence du coup, qui est très très nomade, qui fait énormément de voyages à pied et tout avec sa femme et son enfant. Il ne voulait pas être ennuyé en fait par l'encombrement des produits. Il ne voulait pas sacrifier sa vie un peu d'être à l'extérieur, en dehors et de pouvoir pratiquer certains sports avec son enfant. Et du coup, il a créé les produits parce qu'ils n'existaient pas. Et le Transat, il l'a créé à peu près il y a 2 ans. On a été dans les premiers à le distribuer parce qu'il est venu, on était le premier. Ça a été repris là par une autre marque française qui s'appelle Domiva et qui a permis de baisser vachement en fait le coût. Parce que c'est un produit qui coûtait plus de 150 €, 160 €. Il était en production assez confidentielle. Et là, maintenant, il est tombé à 109 €. L'idée, c'est qu'on a un Transat qui pèse, je crois qu'il fait même pas 1,5 kg, entièrement démontable. On va pas le faire là, mais voilà, toute la structure en fait se démonte, c'est des petits clips, tout se démonte. Et une fois replié, en fait, il fait la taille. Alors, on parlait de bière tout à l'heure, moi je parle de rosé, la taille d'un magnum de rosé. On voit que c'est l'apéro dans pas gros longtemps. Comme ça. Donc ça c'est pour la petite vague, mais voilà. Une fois plié, il sera grand comme ça. Alors le pliage, le démontage, il prend à peu près 2 minutes pour pouvoir tout bien démonter. Mais c'est vraiment très efficient, c'est très très pratique. Le petit regret, mais bon, on ne peut pas avoir de produit parfait, hein. De toute façon, il faut sacrifier des choses. C'est qu'on n'a pas de réglage d'inclinaison, donc on aura une inclinaison fixe. Après, comme c'est une toile qui est extrêmement souple et longue et profonde, on a quand même une position, là ça paraît très allongé, enfin très plat, mais une position quand même qui va relever pas mal d'enfants. Ce serait bien d'avoir un mannequin. Tu veux le grand? Alors, peut-être le grand, ouais. Parce qu'il est peut-être plus lourd surtout. Oui, il est sacrément plus lourd. Là c'est la culotte de maintien. On ne tire pas les bébés par les pieds, on est d'accord. On décline sagement, on a le temps de... Et voilà, ce qui est bien, c'est que si on est à l'aéroport, je sais pas, pendant une heure, on attend pendant 3 heures le prochain vol et tout, et on ne peut pas toujours dans les bras, enfin c'est compliqué. Si on veut vraiment la meilleure position de confort aussi pour l'enfant qui risque de s'endormir à un moment donné, et nous pendant 3 heures attendre, on ne va pas pouvoir le faire. Ce transat-là, il est merveilleux. Il est tout en tissu mèche, donc c'est un tissu ultra respirant. Donc voilà, il n'y a pas de problème de transpiration en plus. Franchement, super produit. Pour une utilisation plutôt très nomade, très voyageante. C'est pas forcément que pour la maison. Voilà, donc le transat. Et le lit parapluie, tu le vends aussi? Ouais, tout à fait. Le Naos, pareil, il a baissé en prix. Il est vraiment plus compétitif maintenant. Il est dans les 160 €. Le gros concurrent qu'il y avait à l'époque, que moi j'ai eu pour mon enfant, c'était le lit Baby Bjorn, que l'on connaît tous, mais qui a un format moins long, un peu plus large, mais moins long surtout, et qui ne s'ouvre pas sur le côté. Là, le lit Naos il s'ouvre sur le côté. Enfin, voilà, il y a une moustiquaire qui est intégrée. Et puis il y a un format 120 par 60. Quoi. Xavier, tu peux juste me redonner le nom du transat parce qu'il demande le nom sur. Nuage. Sauf que ça s'écrit avec un J. Le transat ou le lit? Le transat c'est nuage et le lit parapluie Naos. N-A-O-S. Alors, transat, nuage. Et attends, Voilà, redis-moi le lit. Local. Le lit, tu m'as dit que c'était Naos. N-A-O-S. N-A-O-S.
Et pareil, donc, le Linaos, en gros, alors c'est pas comme ça non plus, hein, mais c'est à peu près 2 fois ça et 2 fois ça en hauteur, quoi. C'est un gros tube qui fait 3 kg, 4 kg ici. Ouais, beaucoup plus petit. Et vraiment plus léger. Et du coup, pareil, la housse, comme là, c'est une housse sac à dos. Donc on peut l'avoir en sac à dos. C'est assez génial. On est sorti un peu de l'alimentation, mais on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas vous le montrer. Donc, Bon, pour la prochaine fois, quand on fera un atelier voyage, exactement. Comment voyager avec son bébé. on prendra un billet pour la Martinique. Exactement. Ah, je suis convaincue, on est d'accord. C'est sympa que Bébé Neuf de Aix-en-Provence nous invite à ce voyage, c'est chouette. Ouais. Merci Xavier. Et après, on a les chaises hautes. Bon, en gros, les chaises hautes, il y a 2 grandes catégories. Il y a les plastiques et puis il y a les bois. Donc, on a la Shadow, la Nomi, que je connais un peu moins. Alors, celle-là, nous, on la distribue plus. On en parlera peut-être tout à l'heure. On l'a eu au début, mais après, on l'a plus fait. Les chaises en plastique, en gros, pour faire un schéma vraiment très simple, elles sont homologuées 15 kg, donc à peu près jusqu'à 4 ans. Elles vont guère plus loin. Même, c'est très rare. Elles sont souvent sur roulette, avec des freins automatiques obligatoires maintenant pour les homologations, parce que des fois il y a un escalier pas loin. Et il y en a qui Font des sensations avec fortes. des petits coups avancés et aller jusqu'en bas. Donc là, Pec Perigo, la Follow Me, ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment 4 roues. Par exemple, la Mimsy qui sera là-bas, qu'on verra tout à l'heure, il faut la lever un petit peu à l'arrière et elle a que les roues avant. Donc, moi, je trouve que c'est vachement plus pratique d'avoir les 4 roues, mais il ne faut vraiment jamais oublier, quand on parle de mise en sécurité, toujours mettre les freins quand même pas loin. Ce qui est bien avec la Pec Perigo, alors toutes ces chaises-là fonctionnent aussi en mode transat et mode chaise, bien sûr. Donc avec les réglages, j'ai 2 petits boutons à l'arrière qui me permettent d'avoir, et puis il y a des crans à peu près tous les 5 cm. La chaise haute, pour l'avoir eu aussi pour mon fils de Pec Perigo, c'est qu'elle a le système anti-glissade, donc c'est la butée ici, là, au niveau de l'entrejambe, qui est vraiment sur la chaise. Je vais montrer l'autre. Et qui est quand même pas mal éloigné. Donc ça permet effectivement d'avoir des gabarits d'enfants un peu plus grands aussi. Donc quand vous donnez à table, bah forcément vous enlevez la tablette pour se rapprocher de la table. Là, la butée est toujours en place. Sur certaines, il y a la Chico aussi Polymagique, c'est pas un modèle que j'aime beaucoup, mais qui est une des plus vendues en France. C'est pareil, on enlève la tablette, on enlève l'entrejambe. Dommage. Donc voilà, c'est dommage. Ouais. Mais celle-là, elle a d'autres avantages qu'on verra tout à l'heure. Ça risque de coincer aussi quand on amener le bus, il faut... Ouais, en plus de ça, ouais, effectivement. La Pec Perigo n'est pas homologuée naissance parce qu'elle n'a pas le KBB et puis elle a une position un peu trop cassante au niveau du dos. Donc ça, c'est à savoir. Après, généralement, dès la naissance, on ne les utilise pas forcément. Voilà. Position allongée, 4 points de position jusqu'à une position très haute. Homologation 15 kg, je le rappelle, 3-4 points. La Mimsy, là, c'est un nouveau modèle qui est sorti il y a 3 mois là, à peu près. Outre son design un peu noir, ça, c'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui. Nous, on l'a sélectionné avec Amandine pour 2 critères, 3 critères. Le premier, c'est l'empattement, là, au niveau du pied, de l'embase. Il est beaucoup plus court que la moyenne. Alors déjà, Pec Perigo, c'était pas grand. Mais les Chico, par exemple, sont encore 10 cm plus en arrière. Donc on a quand même un recul qui est plus, fin. Et des fois on a un mur pas loin, la table on n'a pas le choix, elle a un point fixe, donc on ne peut pas toujours mettre certaines chaises, celle-ci elle passe parfaitement. Deuxième point, c'est que c'est une vraie naissance, avec le système de cale-bébé à l'intérieur, avec le petit coussin. Bon attention, c'est pas non plus des chaises ultra haut de gamme, mais ça reste quand même fonctionnel. Et le troisième point, c'est qu'elle n'est pas trop chère, elle est à 139 €. Donc par rapport aux Chico qui sont à 170 €, Chico j'aime pas. Chacun ses problèmes. Hein. Les bébés confort, le Moi, Maxi j'aime bien, Cozy mais maintenant, elle pareil, elles sont à 180 €. Elles ont gare de choses en plus, c'est juste le design qui diffère. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment économique pour ça. Et pareil, on a toujours les réglages de pouvoir baisser hop, ici. Et on peut les plier, hein, bien sûr, voilà, en enlevant la tablette. Et en hauteur de dossier, elle va plus loin que la Pec Perigo, c'est ce que j'avais trouvé aussi intéressant, notamment pour mes loulous du cabinet qui ont plus de problématiques, où il y a la hauteur de dossier est plus haute que la Pec Perigo, qui est déjà pas mal du tout. Mais c'est vrai que j'avais trouvé que ça pourrait être un argument intéressant pour des enfants qui ont du mal au niveau maintien de tête, pour éviter d'avoir effectivement la tête qui a du mal à se stabiliser. Ah oui, il est lesté. Oui, tu vas faire les biscottos, Xavier. Désolé, t'as gagné ta soirée.
l'impression qu'on peut régler la hauteur du cale-pied, enfin l'inclinaison Ouais. et la hauteur. Oui. Il y a trois hauteurs de cale-pied. Bon, après, le cale-pied n'est pas encore sensationnel. Il y a encore du boulot sur les cale-pieds. hein. Ouais, voilà. Bon, après, c'est une Mais chaise. ça, c'est de manière Déjà, très il y en a générale. un, il est réglable. Oui, tout à fait. C'est déjà. Oui, tout à fait. C'est pas réglable. Tu peux Non, régler effectivement, juste oui. l'inclinaison, mais L'inclinaison, pas donc, la. T'as un petit peu de longueur, mais c'est pas. On peut C'est pas pas. régler grand-chose en fait. Juste l'inclinaison, Ah non, il y a le pas de repose longueur. talon, mais voilà. Oui, c'est pas. Et là, effectivement, on a juste à défaire et à reglisser les encoches. Et après, donc, on a les chaises en bois. Bon, la plus connue, c'est la Trip Trap qu'on avait parlé tout à l'heure. On s'est dit comme vous la connaissiez globalement, comme Ouais, elle est tout le assez monde la classique. connaît. L'avantage des chaises en bois, c'est qu'elles ont souvent des homologations au-delà de 90 kg au poids d'adulte, même si c'est rarement utilisé dans ce cas-là. Moi, je l'ai utilisé en appoint, parfois au bureau, voilà, pour faire un petit papier, mais voilà, c'est pas non plus le truc de fou. La Child Dome, ce qui est bien, donc c'est le modèle Evolu. Il y a, elle s'appelle Evolu parce qu'elle a effectivement une fonction d'évolution. En fait, elle peut être juste à cette hauteur, ses premiers pieds là, donc c'est vraiment une chaise pour enfants après, parce qu'en fait, il y a la vraie assise qui est là. Là, je l'ai mise en transat, mais voilà. Là, je vais pas faire le démontage, j'en ai pour C'était le 5 transat minutes. surtout qui nous intéressait, nous, du coup. C'est ça. Mais ça, c'est la vraie position assise. Et donc, elle existe en mini-chaise, si on ne met pas les pieds intermédiaires. Et elle existe au contraire en extension de pied, où elle arrivera à cette hauteur de barre, de 90 cm de comptoir de barre. Donc, en fait, elle a 3 hauteurs. Petite chaise, chaise normale, 70 cm de table de repas et 90 cm hauteur de barre. Et leur transat est vraiment intéressant dans le sens où c'est vraiment très cocon au niveau du coussin. Il y a une position relevée au niveau des jambes. C'est pas des transats plats. Il y a une vraie bascule voilà. d'assise, quoi. C'est Une pas vraie juste bascule. le dossier. On En peut tant qu'ergo, régler, c'est voilà. vraiment ce qu'on cherche, pardon. Cette espèce de bascule-là, c'est justement précisément ce qu'on recherche, parce que sinon ça fait effet toboggan, c'est-à-dire que si on baisse juste le dos, il y a un moment où l'enfant glisse en fait. Donc là, quand on a une vraie bascule d'assise, bah, du coup on garde cette flexion au niveau des hanches qui permet vraiment en fait, que l'enfant ne bascule pas et ne glisse pas. Donc voilà. Et on peut régler quand même l'inclinaison. On a les deux petits boutons de réglage pour pouvoir régler, même si généralement. Et oui. Oui, exactement. On peut régler en ouverture en fait plus importante. Transat il coûte 110 €, la chaise 149, et après il y a les coussins dans les 50 €. C'est une chaise qui est quand même pas donnée. Celle-ci, attention, elle ne va pas jusqu'à 100 kg. C'est plutôt la Nomi et la Trip Trap. Celle-ci, elle s'arrête à 4 ans, donc pareil, 15 kg. C'est quoi la marque? C'est Child Home, qui a été racheté par Beaba. Et en fait, en gros, ça veut dire qu'on peut avoir soit ça, je sais pas si tu vois, Ouais, c'est bon. soit on a ça, soit on a ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on peut garder de la bascule ou simplement ouvrir. Ouais, voilà. Et la Nomi, ça, tu la connais plus. Moi, je l'ai peu pratiquée. Bah, du coup, moi, je l'avais bien aimé, la Naomi, parce que du coup, j'avais la problématique au cabinet de la Trip Trap que j'apprécie énormément. Mais j'avais la problématique du baby-set, donc la profondeur du baby-set qui pouvait poser souci pour les loulous avec une taille plus importante, donc un fémur plus long. Et du coup, effectivement, le baby-set du Stoke. Bon, il faut savoir que Stoke a racheté Naomi, hein, du coup, maintenant c'est la même team aussi. Mais j'avais trouvé qu'avec la Naomi, on arrivait à gagner encore un petit peu en termes de profondeur d'assise. L'autre point qui m'avait bien intéressé avec la Naomi, c'était déjà le fait qu'elle soit assez légère, quand même pratique, et c'était surtout les réglages en fait. Et j'avais trouvé que de pouvoir juste venir plus rapide et voilà, précis. desserrer et pouvoir régler la hauteur en 2-2, c'était quand même vachement important. Donc là, il faut savoir, là je vais pas tout redémonter, mais si vous desserrez ici, en fait, vous allez avoir du coup cette partie-là qui va descendre, et en fait, ça vous fait gagner encore un petit peu de profondeur d'assise. Donc moi, je l'avais bien aimé. Après, bon, elle a un coût qui était quand même assez conséquent. Pareil, je l'aurais pas encouragé pour des loulous qui ont tendance à se balancer pas mal, et le gros reproche que je faisais, c'était au niveau de la tête. Donc ça demande quand même un bon maintien de tête. C'était une bonne idée, mais je trouve qu'il y a encore des choses à améliorer. Moi, c'était vraiment la composante de réglage facile pour le cabinet que je trouvais pas mal, et cette profondeur de baby-set qui était un petit peu plus intéressante à ce niveau-là, par rapport à la Trip Trap. Voilà. C'est une bonne chaise, mais après, de là à vous encourager à l'acheter, bon, Elle c'est est quand même une bonne moins chère expérience. que la Limon, celle-là. Faut que je regarde. C'est la Elle a- Nemo, la Cibex. Ouais, Ouais. tu dois être un peu moins cher. Tu dois être à quoi, 350 Bah, 400? celle-là, je la trouve à 230. Ouais, donc Ouais, c'est ça va, ça se dit. Je crois qu'elle est un peu plus chère que ça avec Je le pense baby qu'elle a set. pas- Elle n'a pas marché. C'était une bonne idée, mais je pense qu'ils ont beaucoup mis sur le design, et je pense qu'il y a encore des améliorations. L'idée de base, elle était très bonne, mais je pense qu'il y a encore des choses à revoir. On
Donc si l'équipe de Stoke veut travailler avec les ergothérapeutes français à l'occasion, voilà, on les a déjà sollicités à Welcome Baby Event, mais voilà. Donc voilà, on a tout vu. Bon bah nickel. Bon bah oui, effectivement. Donc du coup, cette soirée, elle a été faite en partenariat. Du coup, bah, on va remercier du coup effectivement Marie Picardi qui est ergo du coup à Bordeaux pour cette chouette présentation. On va essayer dans la mesure du possible de mettre cette vidéo sur YouTube. Je vous promets rien parce que l'exportation va se faire à la fin, donc si je me loupe, il y aura peut-être pas de replay. Ça, on saura ça dans à peu près 3 minutes. Du coup, ma petite assiette a participé aussi à ce projet, même si Christelle n'a pas pu être présente ce soir, mais elle a quand même souhaité participer à son échelle. Donc en fait, vous allez avoir un code promotion, donc je vais vous refaire une photo et vous le partager en story, comme ça vous aurez toutes les infos, ça sera plus simple, et pour ceux qui suivent en ligne, ça sera plus simple aussi. Du coup, vous avez 15% sur ma petite assiette pendant 1 mois. Et du coup, vous aviez aussi sur la première commande. Effectivement, si vous faites 15 commandes à la suite, ce sera que sur la première commande. Et du coup, Xavier de Bébé Neuf de Aix-en-Provence, du coup, qui fait aussi un geste pour cette soirée, donc on le remercie énormément. Donc du coup, vous avez la possibilité d'avoir du coup 15% sur tout le magasin hors promotion en cours et 10%, je crois que c'est avec les promotions en cours. Exactement. Pour ceux qui sont loin, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi commander. On vous a mis l'adresse email, mais pas de souci, je vous mettrai en story toutes les infos comme ça. Si vous souhaitez faire des commandes, vous envoyez un petit mail à Xavier et il vous gérera la logistique. Quoi dire de plus? Oui, c'est important parce qu'on a un site internet, bb9.com, mais après on est des commerçants indépendants. Donc sur le site, vous allez voir des prix et nous on appliquera donc la remise qui est ici en termes de partenariat. Donc bien important de nous envoyer un mail parce que sur le site vous ne pouvez pas appliquer le code, ça ne va pas fonctionner. Donc vous nous envoyez un mail, c'est moi qui regarde les mails quotidiennement et après on fera aussi une expédition si c'est une belle commande. De toute façon les frais de port seront offerts à partir de 40 € pour ceux qui sont loin. Voilà. Donc frais de port offerts à partir de 40 €. Ça devrait être jouable. Ouais. Et du coup, j'ai le plaisir aussi de vous dire que le nouveau site internet d'Estia Formation est enfin en ligne. Donc du coup, vous avez cette information en avant-première. Donc si à l'occasion ce soir, vous voulez aller y jeter un coup d'œil, la toute nouvelle version du site internet du coup est enfin en ligne. Bon bah je vous remercie tous. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas des questions en ligne. Il n'y a pas de questions ici sur place. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir annoncer que c'est l'heure de l'apéro. Ouais. Allez, bon, on va vous souhaiter une bonne soirée en ligne. Je crois que j'ai légèrement débordé sur le temps qui m'était imparti.